Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de pouvoir vous accueillir sur ce premier épisode officiel du 7e ciel podcast. Et croyez-moi, j'aurais adoré pouvoir vous laisser savourer directement ce podcast sans avoir à faire ce petit préambule. Mais malheureusement, je tiens quand même à préciser 2-3 petites choses. Ce podcast ne vous est pas présenté dans le format que j'aurais rêvé pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'en fait, on a connu des difficultés techniques pendant l'enregistrement. On a eu des problèmes de son. En tout cas, j'ai eu des problèmes de son. C'était pas du côté de Shark, mais c'était de mon côté à moi. Le micro a connu beaucoup de saturation. Il y a même un moment donné dans la partie 2, vous verrez, où il y a une espèce de réverb qui s'est enclenché, je ne sais pas comment. Et il y a plein de bruits bizarres en fait pendant l'enregistrement dont je ne connais pas du tout l'origine de tous ces soucis techniques que je n'ai jamais rencontrés par la suite avec mon micro. C'était la première fois que je l'utilisais et je l'avais très peu testé avant. Mais toutes les utilisations que j'ai eues avec par la suite ont posé aucun souci. Donc le problème, c'est que ne sachant pas d'où ça venait et surtout n'ayant pas trop les compétences pour pouvoir régler le souci, j'ai essayé de faire comme j'ai pu pour diminuer l'impact. Et j'ai même un ami qui m'a donné un coup de main, Shark également. Mais on n'est pas ingé son et malheureusement, ce qui était merdique au départ, on n'a jamais vraiment réussi à le rattraper. Or, le son pour un podcast, c'est quand même assez important. Donc, je préfère vous prévenir que à l'oreille, ça sera quand même pas le truc le plus agréable que vous aurez entendu, malheureusement. En tout cas, quand c'est moi qui parle. Et la deuxième chose, c'est que je vous avoue que je n'ai vraiment pas été l'hôte que j'aurais voulu être. Alors, je sais, je commence à être un peu connue pour ça. Je suis très enthousiaste, j'ai la parole facile. Et quand on parle de FF7, je m'enflamme. Ça fait partie du personnage. Mais là, c'était pas le moment, c'était pas ce que je voulais faire, c'était pas mon objectif. Et malheureusement, j'ai pas réussi à canaliser ça, surtout sur la fin en fait du podcast. Et j'ai pas du tout laissé la respiration que j'aurais dû laisser à Shark pour pouvoir s'exprimer. Et là-dessus, franchement, je suis vraiment pas très contente de moi. Donc c'est un podcast hyper imparfait que je vous propose aujourd'hui. Mais j'ai pas voulu m'arrêter sur ces défauts et ne pas faire honneur à l'échange, ma foi, fort intéressant qu'on a eu. Et puis, surtout faire honneur à Shark qui a eu la gentillesse de venir essuyer les plâtres sur ce premier podcast avec moi, qui a eu une patience infinie parce que ce que vous entendez là, on l'a enregistré fin janvier. Et je le sors seulement maintenant. Et je le sors en plus... Voilà, encore une fois, dans un écrin qui n'est pas du tout celui que j'aurais aimé pouvoir vous offrir. Et malgré tout, il est resté OK tout le long. Vraiment, Shark, un immense merci à toi. Et puis un immense merci à vous si, malgré tout, vous prenez quand même le temps de nous écouter et puis de laisser cette chance peut-être aux prochains épisodes de ce podcast qui, je l'espère, seront un peu meilleurs parce que c'est ça, dans la vie, on n'est jamais parfait du premier coup. Et plutôt que de vouloir mettre les erreurs sous le tapis, je préfère vous en parler et de me dire que c'est pas grave, j'en tiens compte et on fera mieux la prochaine fois. Voilà, j'arrête avec ça. Et je vous souhaite néanmoins un agréable moment en notre compagnie et j'espère que ce sera le cas. Ciao. À tous pour cette première édition du 7e ciel podcast, le nouveau format que je souhaitais donc vous proposer sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je suis hyper ravie d'avoir un invité qui est Shark. Shark, bonjour, comment vas-tu ? Salut, mais ça va très bien et toi ? Ça va. Écoute, je te cache pas que je suis vraiment très contente, sincèrement, de faire ce premier podcast avec toi, parce que c'était important pour moi, parce que tu as été une des premières personnes qui est venue voir ma chaîne, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, qui m'a fait des retours, des commentaires et qui m'a soutenue dans mes tout débuts. Donc, pour moi, c'était obligé de commencer ce nouveau format où je laisse la parole aussi à d'autres personnes avec toi. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui
te tient particulièrement à cœur, si j'ai bien compris, qui est la question du doublage. Oui, c'est ça. Alors, avant qu'on commence, je vais te poser la question que je poserai à toutes les personnes qui viendront discuter avec moi sur ce format. C'est déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, parce que tu as une petite activité youtubesque, si tu veux nous en parler un petit peu, et puis surtout, ta rencontre avec Final Fantasy VII, qu'est-ce que le jeu représente pour toi, et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en parler sur Internet par la suite ? Bah alors, vis-à-vis de mon aventure youtubesque, bon, c'est léger, hein, de base, j'avais pas vraiment spécialement envie de faire des vidéos, mais c'est simplement que, bah, justement, FF7, c'est un jeu qui m'est maintenant cher au cœur, tout comme vous autres lors de la version originale de 97, et j'avais envie de proposer des petits montages vidéo avec une musique de fond et plusieurs scènes qui te racontent quelque part l'épopée des personnages. Et j'avais envie de le faire avec la version française, puisque c'est la version qui m'a le plus convaincu. Donc, nécessairement, pour pouvoir proposer ce genre de vidéo, j'avais besoin des images et des dialogues des personnages sans qu'il y ait une musique de fond derrière ou des bruits environnants. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement fait mes propres enregistrements du jeu, sans la musique et sans les sous-titres, pour ensuite proposer le montage. Sauf que je savais pas vraiment comment faire pour le garder simplement sur mon PC. Donc je me suis dit, je vais enregistrer, je vais mettre toutes les scènes bout à bout, et je vais le mettre sur YouTube pour avoir le moyen de les retrouver à un moment ou à un autre. Ok. Et sauf que à ce moment-là, je me suis dit, bah, autant le mettre en public si jamais il y en a aussi qui ont envie de faire des montages avec la version française. Et donc je l'ai partagé à d'autres. Et puis après, euh, voyant la fin de Rebirth et le fait que j'avais énormément envie d'en parler, un peu comme toi, et ben j'avais envie aussi de faire quelques vidéos théorie. Ce que j'ai déjà fait sur Zach, enfin c'est pas vraiment une vidéo théorie, c'est plus une analyse. Et là, dernièrement, je bossais sur une vidéo théorie sur les mondes, que j'ai quasiment finalisé la partie 1. Ok. Donc voilà. Ok. Mais du coup, Et parce que toi, excuse-moi, ouais. t'es plutôt jeune quand même par rapport au jeu. Ouais. Bah, c'est-à-dire que demain c'est mon anniversaire et j'ai 20 ans. Oh, c'est pas vrai, happy birthday. Ah, Génial. merci. Ouais. Ouais, donc du coup, Ouais. si je fais le calcul, en fait, t'étais même pas né quand le jeu est Ah sorti. non, non, non. Ouais. Donc comment toi, t'en es arrivé en fait à découvrir FF7 du coup ? Bah, avec le remake en 2020, alors je connaissais le nom enfin le jeu de nom et de réputation, la licence Final Fantasy, mais globalement j'en savais pas plus que ça. Ok. C'était enfin j'avais une notion qui était peut-être la plus cruciale de Rebirth. Je sais pas si on peut spoil Oh le oui, jeu. oui, sur ma chaîne, Oui. c'est full spoil, y a pas de souci. Rebirth remake comme la trilogie, enfin comme la compilation originale. Tout. Ou tout. Ouais, Ok. ouais. Ben, je savais déjà la mort d'Iris. J'étais déjà au courant de cet événement. Parce que j'avais vu plusieurs fois des tops, des 10 morts des personnages de jeux vidéo les plus marquantes. Et donc forcément, Iris y figurait à un moment ou à un autre. Ouais. Et après, j'avais vu aussi, alors je sais plus si c'était après Remake ou avant, une vidéo de la chaîne Chronique Fiction, qui avait justement fait une vidéo dédiée à Iris. Ok. Donc j'étais au courant de la mort du personnage. Ouais. Et aussi que il y avait un antagoniste qui s'appelait Sephiroth et qu'il avait une longue chevelure. Mais c'était globalement tout ce que je savais du jeu. Ah ouais. Ah ouais, donc t'es Ouais. arrivé relativement vierge, entre guillemets, quand t'as découvert la retrilogie. Mm. Et du coup, qu'est-ce qui t'a touché particulièrement à toi ? C'est super intéressant en fait d'avoir le regard de quelqu'un qui a découvert le jeu en ayant justement pas la nostalgie et pas la connaissance du scénario. Du coup, Remake, t'en as pensé quoi ? Ça t'a Alors happé tout de déjà, suite ou... ah ouais. Ouais. Enfin, de base, tu vois, j'avais même pas nécessairement vu la démo, j'avais vu quelques bandes annonces, mais ça m'attirait pas plus que ça. Mais après, j'avais regardé une vidéo de Bugland, son test sur YouTube, Mhm. et et après j'ai vu enfin j'ai vu à quoi ressemblait le jeu, j'ai vu à quoi ressemblaient les personnages, je me disais putain ils sont vachement stylés. Et en plus de ça, il y avait une version française.
Donc je me suis dit: «Ouh en plus de ça, je peux expérimenter le jeu en français». Donc je me suis dit: «Eh ben, je vais l'acheter». En plus, c'était, période confinement, hein, ouais, c'était Mmh. période confinement déjà. Donc Carrément, ouais. donc je me suis dit: «Bah, je vais acheter le jeu» puisque j'adore les jeux, solo, narratifs à histoire, donc je me suis dit: «Il y a moyen de s'amuser grandement là-dessus». Yes. Et donc là, je vois à peine la cinématique d'introduction en CGI comme ça, je fais: «Waouh!» mais avec la musique en fond, ah, je me dis: «Oh là, j'entre dans quelque chose d'assez énorme». Mmh. Ah, tu l'as Et senti donc tout de suite, quoi. OK. ouais, Excellent. vraiment. Ouais. Et du coup, ta compréhension de remake en n'ayant pas les éléments du lore, etc. Alors, la question qu'on se pose, les vieux de la vieille comme moi, c'est genre l'apparition de Keiichi qui, à un moment donné, débarque comme ça alors que le personnage n'est pas présenté. Et puis surtout, l'arrivée de Zack à la fin, pour les gens qui savent absolument pas qui c'est. Est-ce que toi, t'as eu, enfin, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça en n'ayant pas les codes du coup de lecture complets du jeu d'origine? Bah, alors avec l'apparition de Ketsit, effectivement, je me suis demandé, qui c'était, mais je me suis dit: «S'il le montre, c'est que ça doit être un personnage qui va être important, pour la suite». Mmh. Donc je me suis dit: «OK, ce personnage-là, on nous le présente, on va nous en faire quelque chose après». Et pour Zack, là, pour le coup, je me suis dit: «Ouh là, j'aurais dû connaître les jeux précédents parce que il y a vraiment le positionnement de caméra qui monte peu à peu sur lui, qui après tourne sur son visage, et que là il y a la musique qui se lance à ce moment-là. Je me dis bon, ok, c'est censé être une révélation d'un personnage que je connais grandement, mais que je connais pas du tout. Donc et en plus je me suis dit mais attends, c'est bizarre, c'est pas l'épée que j'avais en début de jeu ça. Ah bah oui. Ouais. Ah oui, le Et donc costume, à ce l'épée. moment-là, hein, Le costume et l'épée, en fait, que t'as déjà vu sur Cloud, du coup. ouais c'est ça. Ouais. Donc globalement, je savais pas trop. Alors après, on était sur la fin du jeu, donc avec tous les fillers qui débarquent et tout le truc. Donc à ce moment-là, c'était assez confus. Mais après, je me suis dit à la fin du jeu, bon bah, je vais attendre la suite, hein. Carrément. Mais du coup, ce qui est rigolo, c'est que de ce que moi j'en ai vu, c'est quand même un des personnages dont tu parles le plus, finalement, sur ta chaîne. Donc, Zack, c'est un personnage que tu connaissais pas à la fin de Remake. Et finalement, j'ai l'impression que c'est quand même un personnage qui t'a tapé dans l'œil après coup, quoi. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que Ah, du coup, t'as fait après, Crisis Core par la suite, ça t'a donné envie d'aller creuser, j'imagine. ouais, c'est ça. J'ai fait Réunion l'année où il est sorti, en 2022. Ouais. 2022. Donc ouais, après j'ai découvert le personnage et le passé qu'il y avait avant FF7, enfin le jeu de base. Ouais. Et donc ouais, ce Ah, donc t'as personnage. refait FF7 alors, du coup. Enfin, t'as fait FF7, le jeu de base par la suite. Alors le jeu de base, je l'ai pas fait. J'ai regardé un let's play Ah, ok. dessus. Ouais. Ok. Et pareil pour la compilation globale. Before Crisis, j'ai simplement vu un résumé. De toute façon, on a pu vraiment accès au jeu. Ouais. Et Dirge Cerberus, pareil, j'ai regardé un résumé et une compilation des cinématiques. Ok. Et juste une petite question comme ça, mais pour un jeune, j'ai l'impression de parler comme une vieille conne quand je dis ça, mais pour quelqu'un de ton âge, jouer à FF7 à un moment donné, c'est envisageable, ou quand tu vois le jeu, tu te dis ah ouais non, c'est vraiment trop old school pour moi, il y a pas moyen. Bah, vis-à-vis du format du jeu, vis-à-vis de ma propre personne, hein, évidemment, Bien sûr. c'est pas nécessairement le type de jeu qui me convaincrait, quoi. Mm. Parce que tu vois, c'est encore à l'époque où c'est simplement des bulles de texte, et je me dis, ah oui, ça peut manquer un peu d'un petit truc, une petite saveur, hein. Ouais. Et Parce puis qu'il n'y comme a il y a pas le un jeu peu d'acteur moins, et tout ça, il n'y a pas le. Tu sais ça que tu veux dire? ouais, et un peu moins de mise en scène, puisque c'était la technologie de l'époque, donc Mm. nécessairement, il y avait un peu moins de choses. Yes. Mais c'est Un peu génial plus. parce que du coup, on a une transition toute trouvée Oui. pour entrer dans notre sujet du jour. Et qui est donc du coup le doublage. Et c'était alors. J'aurais aimé qu'on aborde un petit peu les origines, enfin l'arrivée du doublage dans comment dire, dans la compilation, enfin pas la compilation, mais la franchise Final Fantasy. Mais est-ce que toi, du coup, tu la connais un petit peu? Est-ce que tu as joué à d'autres opus? Parce que évidemment, celui qui me vient en tête directement quand je pense doublage, c'est Final Fantasy X.
puisque, sauf erreur de ma part, c'est le premier Final Fantasy numéroté qui a eu droit justement à un doublage, et c'était une sacrée révolution à l'époque. Est-ce que c'est un jeu que tu as connu à sa sortie? Est-ce que tu y as joué ou pas du tout, toi? Pour Final Fantasy X? Ouais. Non, pas du tout. Non, ok, Ah, donc c'est du coup un on va jeu que pas trop s'attarder sur celui-là, mais par contre ce que tu dis moi m'amène à rebondir sur, alors déjà moi je trouve que ton témoignage, ce que ça m'inspire, c'est que la retrilogie elle a quand même parce qu'il y a toujours cette question de est-ce que la retrilogie elle est faite pour les fans de la première heure, et est-ce qu'elle est vraiment faite pour les nouveaux joueurs? À t'entendre, moi je me dis, mais déjà rien que pour ça, je trouve ça génial en fait qu'ils aient fait ce remake, tout simplement parce qu'il redevient quand même véritablement abordable à des joueurs plus récents qui n'ont pas connu en fait les jeux vintage à l'époque, parce que bien sûr pour moi qui ai 40 ans et des cacahuètes, comment dire, je peux rejouer à FF7 puisque j'y ai joué à l'époque, donc je peux reconnecter avec mon expérience de l'époque, mais de ce que j'en vois de ton témoignage et celui de mes enfants qui sont plus jeunes que toi, mais c'est quand même plus difficile pour un joueur qui lui a grandi avec certains éléments qui vont venir porter la scénarisation et la narration du jeu. Et tu parles notamment du doublage, pas seulement, et de l'acting. Et du coup, en fait, c'est mon propos, c'est que le doublage, c'est quand même un élément qui est hyper important du ressenti qu'on va avoir aujourd'hui dans un jeu vidéo. Parce qu'au niveau du développement des personnages, au niveau de l'émotion, clairement, c'est absolument pas la même chose, surtout pour les nouveaux joueurs qui ont eu l'habitude de ça, en fait, que de lire quelques bulles. Et j'allais arriver justement sur la question des doublages, puisque aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir le choix de pouvoir accéder sur beaucoup de jeux à des doublages qui sont différents. Et toi, tu me disais que du coup, le fait que ça a été doublé en français, ça a été un atout majeur dans ta décision d'essayer le jeu. J'avoue que je sais même pas si j'aurais acheté le jeu s'il n'y avait pas eu de version française. Ouais, mais moi je trouve ça hyper important en fait ce que tu dis, parce que du coup il n'y a pas seulement le fait de, mais on y reviendra peut-être un petit peu plus tard dans la discussion, mais il n'y a pas seulement le fait que ce soit doublé et ce que ça apporte. Comme je le disais, en termes d'émotion, en termes de développement de personnages, de scénarisation, etc. Mais il y a aussi la question du fait que ce soit doublé en français. Alors, je vais me permettre de prendre un petit peu la parole juste pour du coup les remettre un peu le contexte pour du coup une expérience que toi t'as pas pu avoir à l'origine. Je sais pas si tu en as entendu parler, mais parce qu'il n'y a pas seulement la question du doublage, il y a aussi la question de la traduction. La traduction du FF7 original, c'était une catastrophe absolue. Et puis Final Fantasy X, en fait, après qui lui a amené le doublage, n'était pas doublé en français. Le doublage français, ça c'est quelque chose qu'on a vu arriver beaucoup plus tard. Et du coup, j'allais te demander quel est ton doublage favori et pourquoi. Et du coup, visiblement, pour toi, c'est la VF qui a la primeur, en fait. Généralement, c'est toujours la version française qui est la primeur, simplement parce que, comme je suis français, j'ai beaucoup plus de proximité avec les personnages et l'univers, si l'ensemble des personnages qui gravitent dans cet univers parlent ma langue. Parce que comme je pars du principe que je suis acteur à part entière du jeu, puisque je prends la manette, je comprends Bien les sûr, personnages, bien sûr. donc nécessairement, je fais en sorte de m'immerger pleinement dans l'univers. Donc si l'ensemble des personnages réagissent à mon personnage dans une langue étrangère, que je peux comprendre néanmoins, tu vois, c'est pas le souci. Mais comme c'est pas ma langue natale, eh bien, j'ai une immersion qui est moins forte. Alors certains, leur immersion, ça va passer par la version originale. Bien sûr. Mais moi, ça va passer par la proximité avec les personnages, et cette proximité est d'autant plus grande que je connais la langue et que c'est, en l'occurrence, ma langue natale. Oui, donc voilà, c'est ça en fait, c'est-à-dire ça te rapproche des personnages du jeu. Ça fait comment dire ça. Il y a moins de distance entre toi et les personnages que tu vas incarner dans le jeu, de par le fait que y a pas la question de la langue avec laquelle t'es pas forcément familière en fait.
Ouais, c'est ça. Bah, après, par exemple, l'anglais, je comprends parfaitement. Enfin, parfaitement. Mais en tout cas, je comprends. Oui, t'es à Parce l'aise avec l'anglais, quoi. mais, mais c'est simplement que, par exemple, si les personnages autour de moi qui gravitent parlent en anglais, enfin, j'estime inconsciemment que ils pensent que moi aussi, je suis anglophone Mm. de nature, tu vois. Sauf que si on prend simplement mon âme pure à part entière, ce qui va apparaître en premier, c'est français et Mm. pas anglais. Bien sûr. Et donc j'ai simplement l'impression que c'est un peu faussé vis-à-vis de ça. Après, c'est simplement un avis personnel sur la façon de jouer à mes jeux. Bien sûr. Ah mais c'est pour ça que je dis que je trouve que le choix est vraiment génial. Enfin qu'on a c'est une vraie chance en fait parce que toi tu le dis, toi ça favorise effectivement ta proximité avec les personnages. Le fait d'avoir une VF, ça rend le jeu aussi tout simplement accessible à des personnes qui sont pas forcément à l'aise avec des langues étrangères ou qui n'ont pas nécessairement envie d'avoir à lire des sous-titres en fait pendant toutes les cinématiques, parce que ça aussi ça peut être ressenti comme un inconfort, en tout cas comme on va dire une charge mentale supplémentaire qui peut un peu te sortir de l'histoire pour certaines personnes. Il y a des personnes qui vont préférer la version originale parce que pour eux c'est la plus pure et c'est la plus proche de l'intention des développeurs, et pour eux c'est aussi hyper important. Et en ce qui me concerne, alors si je peux raconter moi mon expérience, parce qu'elle est assez originale même pour moi, en termes de ressenti des personnages, moi le doublage que je préfère c'est le doublage anglophone. Et j'en suis la première surprise parce que déjà souvent quand je regarde des produits plutôt japonais, alors j'ai notamment l'histoire des animés en tête. Les animés, c'est soit je vais les regarder en VO, parce que souvent je trouve que la façon dont les acteurs jouent leur rôle va coller au ressenti qu'on a visuellement avec l'animation, parce que c'est très particulier en fait dans les animés. Les gens ne réagissent pas comme on réagit dans la vraie vie. Il y a toujours ce côté un peu exagéré, un peu très fantasque qui colle beaucoup plus, moi je trouve, au jeu d'acteurs japonais. Il arrive, parce que je trouve qu'on a des VF de plus en plus quali sur ces produits-là, même si en vérité il y avait déjà des VF supra quali, même quand j'étais plus jeune, moi je pense par exemple à Goldorak ou à Cobra qui avaient des super VF pour l'époque, alors que c'est sorti dans les années 70-80. Mais j'ai quand même le sentiment que le fait de faire du doublage pour ces produits-là qui ont été à l'époque de ma génération, qui étaient un peu des sous-produits, qui n'étaient même pas considérés comme des produits culturels, aujourd'hui c'est vraiment ancré comme un produit culturel à part entière, et le doublage est beaucoup plus soigné. Et c'est vrai qu'en fait, si je tombe sur des versions anglophones, en général, je déteste ça. Parce que je trouve que le jeu d'acteur des Anglais, il me paraît toujours fake, ça colle pas du tout, ça me sort complètement du truc et ça ne marche pas. Mais là, pour le coup, en fait, moi, j'ai essayé toutes les versions. En fait, on avait accès à 4 langues, je crois, pour Remake, donc le français, le japonais, l'anglais, l'allemand. Je les ai toutes essayées par curiosité. Et au début, j'étais assez déstabilisée par certains choix de voix anglophones qui se détachaient vachement en fait du français, qui était beaucoup plus calé sur la version d'origine que j'avais aussi essayé. Et finalement, c'est ceux qui m'ont le plus plu. Alors après, il y a la question de la traduction, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Et justement, là où la question que j'aimerais qu'on aborde, c'est au niveau des choix de casting. Notamment des différents acteurs. Alors toi, qu'est-ce que tu penses du casting français? Et surtout, il y a la question, parce que contrairement à ce que les anglophones ont fait, donc eux, ils ont décidé de faire un recast complet des personnages, puisqu'il y avait déjà du doublage sur Final Fantasy VII avec les jeux Kingdom Hearts et Advent Children. Tu l'as vu le film, toi? Ouais. Donc, ils ont gardé en français un maximum d'acteurs qui étaient déjà présents sur sur les versions précédentes. Alors, c'est notamment le cas de Jessica Barrier qui joue Tifa, et Tanguy Gosdue qui joue Cloud, alors qu'ils ont décidé de faire un recast complet sur le cast anglophone. Et moi, j'ai apprécié le recast anglophone en fait. Alors j'expliquerai peut-être pour toi, mais je voudrais avoir ton avis à toi sur le cast français et les choix éditoriaux qui ont été faits par rapport à ça.
Alors, dans plusieurs interviews que j'avais vues, concrètement, le choix qui avait été fait, c'est parce que les Japonais avaient fait appel au directeur artistique de la version française, Mhm. de simplement rappeler les comédiens qui avaient fait, qui avaient été pris sur Adventure Children parce que ils avaient apprécié, enfin les Japonais avaient apprécié leur performance. Mhm. Donc, bon, bah là, ça a coulé de source. Le directeur artistique a rappelé Tanguy Goasdoué, et je me souviens dans une interview, il avait dit, le directeur artistique à Monsieur Goasdoué, que j'espère que tu es prêt pour 10 ans. Ah, mais grave. Dans les 10 prochaines années. Justement, ouais. Parce qu'en plus, il a la troisième partie qui arrive en 2027. Apparemment, il avait été contacté en 2018. Donc, ça va faire 10 ans à peu près. Hein. Mhm. Et donc, Tanguy Goasdoué, il a dit bah oui, bien sûr, pourquoi pas. Et donc après, je suppose que vis-à-vis du reste du casting, ça a dû être à peu près la même chose. Le directeur artistique a dû rappeler les anciens comédiens sur Mhm. les personnages. Mhm. Alors après, on pourrait se dire, ouais, mais par exemple, Barrett, c'est plus l'ancien comédien. Ouais, Alors je sais que l'ancien sur Barrett, c'était Michel Vignier. ouais, c'est ça. Et Michel Vignier, il s'est un peu écarté du doublage maintenant. Ouais. Donc je pense que ça doit être la raison pour laquelle il n'a pas été repris. Et pour Iris, j'avoue, je sais pas pourquoi le casting a nécessairement été changé, mais toujours est-il que s'il a été changé, il y a eu ensuite des essais sur le personnage, donc plusieurs comédiens ont passé des comment je pourrais dire ça? Ils ont dû enregistrer plusieurs scènes que après ils ont envoyé aux Japonais, et après les Japonais ont choisi la comédienne qui les satisfaisait le mieux. Ah, donc, d'après les infos que toi tu as, Hmm. Square Enix Japon valide les choix de cast internationaux, en fait. Ouais, c'est ça. Bah après, c'est généralement ce qui se passe constamment. Par Ouais. exemple, pour des films, des fois, tu as même le réalisateur lui-même, comme du Scorsese, du Mhm. Nolan, qui vont te valider par eux-mêmes Mhm. la voix française de l'acteur. Ouais. Mais parfois, c'est pas nécessairement par lui-même, mais c'est toujours une personne étrangère issue du studio d'origine Oui, qui va d'origine, ouais, bien sûr, ouais, le directeur sélectionner. de Ouais. cast ou un truc comme ça. Ok, donc c'est systématique. Ouais, moi je savais pas que c'était systématique. Donc en fait, c'est pas légitime pour certains fans de venir dire ouin, le cast il est pourri, parce qu'en fait, on est d'accord que du coup, si le mec a été casté sur un rôle, c'est que Square Enix a dit ok, c'est bon, on valide quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc pour la crédibilité des acteurs quels qu'ils soient. Alors pour revenir sur du coup les anciens, alors c'est vrai que pour les anciens, je veux dire le cast français et les changements, on a quand même eu à la place de Monsieur Vignier sur Barrett, on a quand même eu Frédéric Soutrel qui est pas n'importe qui dans le doublage quoi. Sans déconner. Rien que le fait qu'il l'ait casté lui sur Barrett, d'ailleurs, moi je trouve qu'il le joue vraiment très bien. Sincèrement, la transition pour moi, elle est passée crème. Et effectivement, Céline Meloul, par contre, c'est son. Elle le dit aussi en interview. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour dire que j'ai fait mes devoirs avant ce podcast et je suis allée revoir l'interview du casting de VF, du coup, de Remake, Rebirth, enfin la retrilogie d'FF7 sur la chaîne de Donald Renew, dont je mettrai le lien en commentaire parce que Donald Renew, qui est donc lui-même doubleur VF, pardon, il est pas dans les FF par contre à son grand malheur, mais il a eu au moins la gentillesse de les mettre en avant, et ça c'est quelque chose dont on reparlera plus tard parce que ça m'agace profondément, je trouve, le manque de valorisation de la VF française qu'on fait par chez nous. Mais effectivement, Céline Meloul, donc qui incarne Iris, disait que c'était une de ses premières expériences, pas seulement sur un jeu vidéo mais même dans le doublage tout court quoi. Et alors moi il y a un acteur, alors il y a aussi Bruno Choel, hein. On va les citer quand même, au moins ceux du cast principal, parce que c'est quand même, on a des pointures. Bruno Choel qui joue Sephiroth et qui est unanimement apprécié en général par la communauté, qui fait d'autres doublages très connus par ailleurs, notamment moi je sais que c'est la voix de Ewan McGregor, si je dis pas de bêtises, donc le mec qui fait Sephiroth et Obi-Wan Kenobi, tu vois déjà. Déjà rien que le CV chez les geeks, c'est déjà fou. Et puis Fabrice Josso sur Zack, qui est un personnage qui toi du coup voilà je pense, est-ce que toi sa voix elle a participé à te faire kiffer le personnage de Zack? Petite question en passant. Oui. Parce que honnêtement Oui.
Putain, mais j'adore vrai. Moi, je suis dégoûtée que Crisis Core Reunion n'ait pas été doublé en français, en fait. J'aurais vraiment adoré faire tout le jeu avec Patrick Josso sur la voix de Zach. Tu l'as fait en quelle langue, toi, Crisis Core, du coup? Alors, déjà, je m'attendais, je croyais qu'il allait y avoir une version française, mais bon, Ouais, ouais. j'imagine que, Ouais, pareil. j'imagine que comme à l'époque de la PSP, il n'y avait pas eu non plus de version française, j'imagine Non. que c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. Mais après, même si la version anglaise, ils l'ont redoublée intégralement avec le Ouais, nouveau casque qui avait été ouais, choisi dans avec les... le nouveau cast, ouais. Et donc au début, je tente en anglais, sauf que le comédien sur Zack, qui est apparemment son premier rôle en doublage, Ouais, Caleb Pierce, ouais. il m'avait pas convaincu. Il a pas convaincu beaucoup de monde. Hein. Caleb Pierce, il a Ouais. eu beaucoup de mal, même au sein de la commu anglophone. Hein. C'est celui qui s'est fait le plus critiqué en fait en termes de casting, hein, clairement. Ouais. Ouais. L'ancien comédien de Zack, je sais plus. Rick Gomez. Rick Gomez, ouais. Ouais. Je l'avais entendu aussi sur le personnage. Et là, je l'ai retrouvé un peu plus de Zack, là où. Avec. C'est quoi Caleb son nom? Pierce. Caleb Pierce. Mm. Je trouvais moins convaincant, même déjà dans Remake et même dans Rebirth. Mm. Par rapport à l'expérience que j'ai eue avec Fabrice Josso, je préfère nettement le Zack de Fabrice Josso que Caleb Pierce. Ouais, bah, Mais j'avoue que moi, après, c'est pareil, en fait, j'aime beaucoup, enfin, comme je l'ai dit, hein, moi, le cast anglophone, c'est parmi mes préférés. Alors, il y a certaines voix que je vais préférer en français ou que je vais beaucoup aimer en japonais aussi. Après, il y a jamais 100%. Mais c'est vrai que moi aussi, hein, la voix de Zach, c'est celle qui m'a posé le plus de problèmes. Après, moi, je me mets aussi à la place de l'acteur. Je pense que c'est lui qui a eu la partie la plus difficile du recast parce que justement, Zach, c'était le personnage qu'on avait le plus entendu. Et on avait, enfin, pour les joueurs qui, comme moi, avaient fait du coup Crisis Core sur PSP à l'époque, donc moi je l'avais fait en anglais. Parce que je crois que j'ai même pas cherché en fait à regarder si on pouvait faire de la VO. J'ai dû prendre le truc que le jeu me donnait de base. En tout cas, j'étais familiarisée avec la voix de Rick Gomez que j'aime beaucoup sur le personnage de Zach là pour le coup. Et puis c'est surtout qu'en fait, moi j'ai découvert Zach avec cette voix-là et je m'étais construit du coup ma vision du personnage avec cette voix-là et pas seulement sur quelques phrases ou un film d'1h30, mais pendant un jeu entier. Et j'avoue que du coup, il m'a beaucoup piqué sur Remake et sur Crazy Score, mais par contre, sur Rebirth, j'ai eu beaucoup moins de mal. Mais parce que je pense que les dialogues étaient du coup nouveaux et qu'il n'y avait pas de... comment dire, il n'y avait pas de dissonance cognitive avec ce que j'avais expérimenté avant. Mais c'est vrai qu'il est... Ouais, c'est clairement pas l'acteur préféré du cast. Il a une voix très haut perché qui est presque limite agaçante par moment. Alors que Fabrice Josso... Alors pour moi, tu me diras si t'as le même ressenti, mais c'est assez drôle parce que je trouve qu'il a une voix qui est décalée par rapport au personnage de Zach. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a une voix qui est plutôt posée, qui est plutôt apaisante. Alors que Zach est un personnage, c'est le petit chiot foufou, quoi. Ça te le fait à toi aussi ou... Oui, ça me le fait. Dans Remake et Rebirth, c'était principalement ça. En plus, quand tu passes ton temps avec Cloud, ça dénote d'un coup où le gars est vraiment plus posé, plus calme, mais en même temps, tu sais, il est moins monocorde, donc c'est plus plaisant de suivre. Et donc, oui, j'ai le même ressenti. Mais après, je me dis que son côté un peu foufou est toujours présent. Mais pour moi, c'est ce qui s'est passé durant la fin de Crisis Core. Entre-temps, il y a eu sa nouvelle coupe de cheveux, il y a eu la période où ça a changé, donc il a maturé un petit peu à ce moment-là. Donc je me dis que bon, c'est pas totalement déconnant s'il est un peu plus calme comparativement à... En fait, moi, je trouve pas que Fabrice Josso, il le joue calmement. C'est juste que je trouve que son timbre de voix fait cette impression-là. Mais justement, c'est ça qui me surprend, c'est que je trouve que ça marche à mort, en fait. Pour moi, ça marche très bien sur le personnage, néanmoins. Ouais. Ouais. Par exemple, quand il te parle des espoirs, des rêves et tout ça, et qu'il fait sa phrase contre les soldats de la Shinra, enfin les gardes de la Shinra, tu vois, je vois Zack, toi, et à aucun moment ça me
perturbe, où je me dis, ah putain, je reconnais pas nécessairement le personnage. Mm. Mais c'est vrai que en même temps, il a une voix plutôt posée. Ouais. Et alors, d'ailleurs, parce que moi, j'en ai parlé dans une de mes causeries là récemment du doublage justement de Zach, parce que j'aime aussi énormément son doublage japonais. Moi, j'aime beaucoup la voix en VO et je parlais justement de la voix de Fabrice Josso sur Zach. Et du coup, je suis allée voir en fait un peu le background du mec, mais en fait, moi, je me rendais pas compte, parce que moi, je m'étais arrêtée à... alors, pour ceux qui ont la ref, ce sera peut-être pas ton cas, mais pour moi, c'était le personnage de Hugo dans l'OAV de Gunm. Et Gunm, c'est... moins l'OAV que le manga, mais j'ai découvert je l'ai découvert par l'OAV quand j'étais gamine. C'est toute mon adolescence. C'est vraiment, s'il y a une œuvre qui m'a marquée quand j'étais ado, je crois que c'est bien celle-là. Donc, à chaque fois que je l'entends, en plus, moi, j'ai le petit côté un peu... Ah, j'adore trop sa voix. Mais en fait, le mec, il est dans le doublage depuis qu'il est gamin. Mais comment dire, le CV de cet acteur, c'est toute mon histoire de gosse. Le mec a joué Télémac dans Ulysse 31. Alors là, je pense que je sors des rêves qui sont pour peut-être les vieux qui nous écouteront, mais peut-être pas pour toi. Mais c'est la voix de Rémi sans famille. Enfin, il a fait de ses rôles. Et là, je dis, mais non, c'est lui. Mais incroyable, quoi. Ah ouais, c'est vrai. En fait, c'est vraiment un acteur qui a un background de fou. Et j'ai un affect du coup avec lui qui fait que le fait de l'avoir en plus sur le personnage de Zach, qui est un personnage pour lequel j'ai un affect aussi qui dépasse l'entendement, c'est n'importe quoi. ça me fait vraiment hyper plaisir, quoi. Toi, est-ce que t'as découvert ce cast avec FF7 Remake, ou est-ce que t'étais déjà familier avec d'autres d'autres opus comme les Kingdom Hearts, ou le fait d'avoir vu Advent Children avant, et t'avais déjà une certaine familiarité avec le cast d'origine en français? J'avais vu Advent Children quand j'étais plus petit, sauf que le film est sorti en 2005, je suis né en 2005, donc ouais. Donc je l'avais vu passer à un moment donné, où je sais plus, mais je regardais à moitié avec un œil. Ouais. Donc je me souvenais plus vraiment du film, et encore moins des voix des personnages. Ouais. Parce que Donc du coup, après, je le l'ai fait qu'ils aient revu, gardé le cast, pour toi, c'était pas spécialement important, en fait. T'avais pas besoin de ça, en fait. Bah, après qu'ils reprennent les personnages, en soi, si. C'est comme pour n'importe quel film et tout, s'ils avaient telle voix sur tel comédien, ça fait toujours plaisir d'avoir une continuité vocale avec le personnage. Et c'est souvent ce qu'on peut reprocher dans certains films ou autres, lorsque la voix du comédien change. Surtout lorsque Ou dans c'est un une comédien, série, quoi. Ouais, Moi, je lorsque trouve c'est le un pire, c'est dans les comédien séries. célèbre. Enfin, moi, je me rappelle des recasts sur les Simpsons ou sur Friends à mon époque. Ça piquait salement, hein, quand même. Hein, ça piquait Après, salement. ça, c'est pas nécessairement une décision du casting français, hein. Ah, bien sûr. On n'a pas vraiment de décision là-dedans. Par exemple, même si tu es la voix officielle, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de contrat qui te lie à ton acteur, eh bien, si jamais le studio d'origine demande à passer un casting, eh ben, ils peuvent très bien ne pas prendre la voix récurrente depuis 20 ans de Brad Pitt ou de Je pensais à Keanu Jim Reeves ou Carrey. autre. Parce qu'en fait, Oui. le jour où il change l'acteur de Jim Carrey, ça va me faire trop bizarre, quoi. J'ai tellement associé l'acteur à sa VF, dont j'ai pas le nom non plus d'ailleurs. Oh, c'est terrible. Je suis vraiment nulle. Je vais aller le rechercher Extrêmement aussi. connu. D'habitude, j'ai son nom, mais là, il me revient pas. Attends, C'est, on va... Non, mais on va donner les noms des acteurs, c'est important, hein, vraiment, hein, parce qu'ils font... cette idée du podcast, c'est aussi de leur rendre hommage, hein, donc, et de mettre en valeur leur travail. Donc, merci Google, on va faire la petite recherche en même temps. Emmanuel Curtil. Curtil, pardon. Ouais. Du coup, il n'est pas... a priori. Et la voix off... Attends, Jim Carrey... Attends, je dis pas de conneries, Jim Carrey... Emmanuel, le comédien qui nous laisse, oui, ça doit être lui. Oui, Chandler, tout ça, ouais, c'est bien lui. Tout à fait, Emmanuel Curtil. Voilà, GG à toi. Le jour où tu fais plus Jim Carrey, alors non pas que je sois une grande fan de Jim Carrey, mais il est quand même souvent dans plein de films et tout. Bon, c'est quand même un acteur que j'aime bien, mais c'est surtout qu'il est tellement associé à sa voix que si un jour ça change, je vais être perturbée de ouf, quoi. Mais alors, tu vois, justement, pour partager mon expérience à moi sur la retrilogie,
et ben bizarrement, c'est vraiment j'ai pris toutes mes habitudes à contre-pied avec cette trilogie en matière de casting. J'ai trouvé que c'était une bonne idée d'avoir recasté les acteurs pour 2 raisons, avec lesquelles je pense que je vais me prendre des commentaires de gens qui vont pas être du tout d'accord avec ma vision des choses, mais c'est complètement ok, y a pas de souci, on est là pour en discuter. Mais déjà parce que, notamment sur le personnage de Cloud, non, je vais peut-être pas commencer par ça. Je vais dire déjà que moi, par exemple, sur les voix françaises, j'ai 2 soucis majeurs et qui, je me permets de le dire, quand j'ai regardé cette fameuse interview du cast français par Donald Renew, était corroborée par les acteurs eux-mêmes. Même si on a le droit d'avoir des avis, je suis pas en train de dire oui, mon avis il est mieux que celui des autres parce que les acteurs ils ont dit que, parce que je déteste ce genre d'argument d'aller se planquer derrière ce que les gens ont soi-disant ou pas soi-disant dit en n'assumant pas que c'est un choix personnel. Bien sûr que c'est un ressenti complètement personnel, mais qui du coup est pas voilà, qui fait écho aussi quand même un peu à ce que les acteurs disaient. Déjà, premièrement, moi je trouve que Tanguy Goasdoué, il commence à être un peu vieux pour faire un Cloud qui a 20 balais, quoi. Et ça m'avait pas du tout dérangé quand j'ai commencé à jouer Remake. Parce que, en fait, moi j'avais vu Advent Children, évidemment, quand il était sorti. Et j'avais beaucoup aimé sa voix sur Cloud, parce que ça avait été un truc quand même de se dire... bon, non, je crois ça avait déjà été doublé sur Kingdom Hearts. Mais alors moi, Kingdom Hearts, je n'y ai jamais joué. Vraiment, c'est une série de jeux dont je suis mais complètement... je n'y connais rien du tout. Je sais juste que voilà, je vois la gueule du personnage principal, je sais qu'il se bat avec une clé, je sais qu'il y a des personnages de Disney avec un mix de personnages FF, mais vraiment c'est à peu près tout. Donc j'ai pas du tout cette expérience là, mais donc pour moi Advent Children c'était waouh, ils vont avoir des voix. Et c'est là que tu te rends compte que le doublage c'est pas rien, parce qu'en plus ça peut te sublimer comme ça peut te poutrer ton expérience, hein. Si la voix notamment des personnages principaux te plaît pas, ça va vraiment te cramer ton expérience de ton ressenti, alors que si le cast est bon, ça va sublimer ton expérience. Mais je trouve que du coup cet enjeu sur le casting il est vachement important, parce que c'est un peu le coup de poker, c'est ça passe ou ça casse, il y a rarement de demi-mesure. Tu vas pas te dire oui, la voix de Cloud, je m'en fous un peu. Bah non, carrément pas, quoi. Et du coup, j'ai été surprise et agréablement surprise quand j'ai joué à Remake de me dire waouh, ils ont gardé le même acteur, c'est trop bien. Et sur le coup, ça me gênait pas. Mais quand j'ai entendu Cody Christian, qui est donc l'acteur anglophone sur le doublage anglais, c'était plus la peine. Là, je ne pouvais plus. C'était devenu mon Cloud, en fait. Vraiment, quoi. Et il y a 2 choses qui ont participé à ça. Le fait que Cody Christian, il a pas 20 ans, mais il est dans sa vingtaine, alors que Tanguy Goasdoué, faut quand même le dire, il a 60 piges, quoi. Et il joue un mec qui a 20 balais. Alors, il a pas la voix d'un mec de 60 piges quand il joue Cloud, mais pour moi, il a plus non plus la voix d'un mec de 20 ans. Et depuis, en fait, que j'ai percuté ce truc-là, putain, j'ai du mal à connecter, en fait, avec Cloud en VF, alors que j'avais pas ce problème avant. Et il y a aussi la direction d'acteur. Et ça aussi, c'est un sujet qui est quand même hyper important. C'est un acteur ne fait pas le job tout seul. Il y a toute une équipe derrière. Et il y a notamment la direction d'acteur. Et un truc qui m'étonne particulièrement dans mon ressenti sur les différents doublages de cette trilogie, c'est que... parce que c'est là où je voulais en venir, c'est que là où je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait un recast, c'est que les versions de Cloud qui ont été doublées avant, pour moi, c'était celui qu'on appelle le Cloud Emo. Alors, je sais qu'il y a des gens qui râlent quand on dit ça. N'empêche qu'en attendant, la version Kingdom Hearts de Nomura, qui en a fait quand même un Cloud qui se rapproche beaucoup de la personnalité plutôt de Vincent, même si on sait que de base, Cloud, il est un peu introverti, il est un peu torturé, tout ça. Le vrai Cloud intérieurement, c'est quand même un peu un petit gaffeur. Il est un peu maladroit, il a une espèce de flamme intérieure que je trouve du peu que j'en ai vu
des trucs de Kingdom Hearts, j'ai pas l'impression que ça ressorte beaucoup, mais comme j'ai pas fait les jeux, je vais pas donner un avis plus avant. Par contre, sur Advent Children, clairement, c'est le cloud de la dépression, quoi. Et on pourrait se dire, le fait qu'un acteur, ça fait longtemps qu'il joue un personnage, du coup, il le connaît, il le maîtrise bien, etc. Et moi, j'avais un ressenti, et c'était la même chose sur Takahiro Sakurai, je crois, il s'appelle Attends, je vérifie c'est ça, Takahiro Sakurai, donc qui est le doubleur japonais historique de Cloud. Moi, j'ai trouvé qu'il restait beaucoup trop dans ce Cloud-là, dans leur interprétation, alors que le fait que Cody Christian arrive avec un regard neuf et une direction d'acteur qui l'a laissé aussi mettre de l'émotion, de la versatilité dans son personnage, pour moi, ça changeait vraiment tout dans la perception du personnage. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été confirmé quand j'ai vu une interview de... Ah merde, faut que je retrouve son nom. L'ancien doubleur de Cloud, celui qui a fait Steve Burton, qui a fait donc Cloud sur Advent Children, Kingdom Hearts, les Dissidia, enfin qui était le doubleur historique anglophone de Cloud, et qui disait « On ne me laissait pas moi, je voulais apporter un petit supplément d'âme au personnage de Cloud, mais il y avait tout le temps des gens du Japon derrière qui lui disaient non, tu restes monocorde, quoi. Cloud, il est pas comme ça, faut pas faire de variation, faut pas faire de vibration, faut toujours rester dans cette tonalité-là. Et c'est aussi un témoignage que Tanguy Goasdoué donne aussi, en fait. Le fait que il dit, le personnage de Cloud, faut toujours rester hyper plat, mais mettre quand même un peu d'intensité, alors que je trouve que la version de Cody Christian est vachement plus en relief que la VF. T'as expérimenté un peu la version anglophone, toi, ou pas du tout? Oui, vu que j'avais envie de regarder quelques let's play Ouais, d'anglophones. bah oui, forcément. Mais Ouais. après, tu vois, moi j'ai découvert les personnages avec la version française. Alors après, il y a aussi le texte en anglais qui fait que il y a des moments où ça mérite un petit peu. Mais vis-à-vis de Cloud, par exemple, moi, Tanguy Goasdoué sur Cloud m'a pas du tout choqué Ouais. et, j'adore son interprétation du Cloud. Là où toi tu retrouves un peu plus de relief vis-à-vis de Cody qui est moins monocorde, moins monotone et platonique. Ben, étant donné que je suis moi-même plutôt introverti, réservé et socialement socialement moyen lorsque je suis entouré de personnes, et ben je me retrouve en ce Cloud, en cette interprétation-là de ce côté un peu monocorde, ce ton plutôt froid, et aussi le fait qu'à chaque fois qu'on lui dise un truc, il répond par ouais. Et ben quand j'ai joué au jeu la première fois, je fais mais putain, mais attendez, je fais exactement la même chose, il y a un problème là. Ah, Et donc donc toi, tu t'es identifié en fait à ce Cloud-là, en fait. ouais. Ok. Et je trouve que, surtout étant donné que tu connais le passif du personnage, qu'on te dit qu'il est plutôt introverti, que socialement il a des lacunes, qu'il est pas à l'aise, eh bien, je trouve que l'interprétation de Tanguy Goasdoué correspond parfaitement à cette description de personnalité que tu fais du personnage. Tu vois. En aucun cas, je vois pas Cloud, la personnalité de Cloud, le personnage qu'il est censé être. Et avec Cody, je retrouve pas spécialement ce côté introverti là. Alors ce côté monsieur je me la joue au début du remake, il était présent aussi, mais en français aussi en soi. Et le problème que j'ai avec Cody, c'est qu'il y a des répliques où le mec te le dit normalement, il a pas de difficulté à s'exprimer, tu vois. Tandis qu'en français, il y a des petits moments où ça se voit que socialement, il est pas à l'aise. Quand il va parler avec les autres, il est pas à l'aise. Tandis qu'avec Cody, lorsqu'il parle, il parle normalement. Et donc, l'interprétation de Cody et l'interprétation de Goasdoué, eh bien, dans les deux interprétations, celle qui me correspond plus à la façon dont moi j'ai aussi d'agir, c'est celle de Goasdoué. Carrément. Ouais, parce que c'est ça qui fait le plus écho. Mais c'est ça qui est super intéressant, en fait. C'est que du coup, toi, ça te permet de t'identifier au personnage. Et alors que tu vois, moi, c'est vrai que j'avais vraiment le côté oh, par pitié, me refaites pas le Cloud d'Advent Children, en fait, parce que moi, il m'agace, quoi. Mais du coup, c'est ça que je trouve génial. C'est que cette diversité, elle permet à chacun, en fait, de pouvoir avoir une version du jeu qui va pouvoir kiffer comme il l'entend, en fait.
Et aussi à quel point le doublage est important, parce que tu vois, en discutant, on met très bien en exergue tous les deux le fait que y a des aspects du personnage qui vont être plus ou moins mis en avant selon l'interprétation et le focus et la direction d'acteur qui va être fait par rapport à la personne qui va faire le doublage. Pour Tanguy, du coup, effectivement, c'est peut-être le côté plutôt introverti, un peu asocial de Cloud qui ressort, et ça c'est ce qui te parle le plus, alors que moi j'avais besoin de l'interprétation de Cody Christian pour avoir justement plutôt le côté un peu arrogant, un peu gaffeur plutôt de Cloud, quelque chose qui amène un truc un peu plus chaleureux quelque part. Et qui m'avait manqué dans les interprétations précédentes, mais du coup chacun on s'y retrouve par rapport à nos personnalités, quoi. Ouais, après, si je peux te couper 5 secondes. Non, vas-y, Euh, hein. Vis-à-vis de Tanguy, je trouve qu'il y a aussi ce côté-là arrogant Ah, bien sûr. Non, mais bien sûr. gaffeur, aussi. Par exemple, dans Rebirth, quand Tifa et Cloud ont leur conversation à à Junon, pas même à Calme, de toute façon. Oui. Le fait que, tu vois, il est toujours un ton un peu froid et monocorde, même si c'est pas toujours le cas, tu vois, il y a aussi des fois où il est quand même plus chaleureux. Mais comme ça se fait plus rare, moi je trouve que c'est vachement intéressant parce C'est que plus impactant. par rapport à ce qui va se passer dans la suite du jeu et que plus tard on est censé retrouver le vrai Cloud, j'espère qu'à ce moment-là, la direction artistique va être que il pourra parler normalement à nouveau, être plus en tant que meneur et s'exprimer de façon meilleure et chaleureuse. Et donc si c'est le cas, je trouverais que le développement est nickel, tu vois. Carrément. Là où avec Cody, je trouve que en soi, il a des moments où il a pas l'air si introverti que ça, il a pas l'air si mal à l'aise que ça socialement, il y a moins de difficultés. Et donc vis-à-vis de ce développement-là, je le retrouve moins en anglais. Ouais. Et donc en soi tous les côtés de Cloud, donc le côté introverti, le côté un peu arrogant au début de remake, puis après un peu plus assagi plus tard, puis les maladresses qu'il peut avoir. Toutes ces caractéristiques-là, je les ressens en français, tout en sachant que derrière, tu peux avoir des micro-passages où Cloud est plus lui-même. Et c'est justement le but, que tu revois un peu le vrai Cloud de temps à autre dans certaines scènes, et que le reste du temps, tu vois le Cloud version soldat, version celui qu'il a toujours rêvé d'être et tout ça, alors que c'est clairement pas qui il est. Et donc, ça me... Comment je pourrais dire ça? Ça m'impacte plus, quoi. Je vois un personnage plus approfondi qu'avec Cody. Ouais. Et voilà, ça dépend de tout à chacun. Mais... Ouais, carrément. Non, parce que moi, c'est en fait, je comprends ce que tu veux dire, parce que, si je comprends bien ton ressenti, c'est que du coup, les passages en fait entre le claque, on va l'appeler comme ça, Cloud qui se prend pour Zack. Enfin, qui d'ailleurs ressemble pas tant à Zack que ça, parce que Zack a pas une personnalité de connard comme Cloud par moment. Ça, c'est autre chose. mais entre Cloud, le vrai Cloud, entre guillemets, et le Cloud, le fake, ou celui qui part en cacahuète, etc. Du coup, c'est plus tranché, en fait, pour toi. C'est ça que tu sous-entends, si je te comprends bien. Voilà. Alors que moi, ce que j'ai aimé dans la version de Cody Christian, c'est que le vrai Cloud, on le sent en filigrane, pour moi, tout le long, en dessous du masque. Et moi, j'avais besoin de ça pour apprécier Cloud, parce que justement, le Cloud d'origine, tel qu'il nous était présenté, le côté froid, effectivement, moi, j'arrivais pas à le... Comment dire ? J'avais moins d'affect par rapport à lui. Mais comme tu dis, c'est là que je trouve ça super intéressant d'avoir des expériences différentes et des ressentis différents, c'est de montrer à quel point il n'y a pas de bon ou de pas bon, en fait. C'est génial qu'on ait de la diversité, et c'est génial que tout le monde puisse se retrouver là-dedans. Et moi, tu vois, par contre, c'est pareil, c'est un truc qui est hyper personnel, mais vraiment, hein, où j'ai eu un gros problème aussi, c'est sur les voix des filles, notamment Tifa et Iris. Et c'est en ça que je vais dire un truc qui va faire hurler certaines personnes. Mais en fait, on sent que le cast français veut coller au cast japonais. Et du coup, ils ont été chercher des filles des actrices à qui ont naturellement des voix assez...
je sais pas trop comment dire, qui font un peu jeune, un peu aigu, un peu nanana, un peu papa, tu vois, pour le dire comme je le pense. Et ou dans le cas de Céline Meloul, qui est obligée de changer sa voix. Et moi, en fait, parce que effectivement, les voix de jeunes filles japonaises sont souvent beaucoup plus aiguës et beaucoup plus jeunes, en fait, que nos voix à nous. Et moi, en fait, ces doublages-là, je les supporte plus. Mais non, mais vraiment, dans les animés, la petite voix « Ah, attaché !» J'en peux plus d'entendre des personnages féminins de 25 ans parler comme des gamines de 12 ans pour qu'elles aient l'air kawaii, en fait. Moi, ça me sort par les trous de nez. Et en fait, Céline Meloul, dans son interview, elle dit sa voix d'Aéris, c'est sa voix de 12 ans et demi. C'est exactement comme ça qu'elle le dit, et c'est exactement le ressenti que j'ai aussi. Et en plus, encore une fois, dans l'interprétation des personnages, moi, Aéris, j'aime beaucoup l'écriture du personnage d'Aéris. Par contre, en termes de personnalité, tout ça, c'est vraiment pas mon personnage préféré dans l'équipe. Et notamment parce que quand j'y jouais la première fois, je la trouvais un peu trop gamine à mon goût. Et du coup, dans le cast français, c'est hyper exacerbé, je trouve, par la voix qu'on a demandé et l'interprétation qu'on a demandé à Céline Meloul de faire. C'est pas elle qui décide de le faire comme ça. Encore une fois, j'insiste là-dessus. C'est pas qu'elle est pas bonne ou qu'elle est mal castée. Elle est excellente. Attention, tous les acteurs, vraiment, je le dis pour que ce soit clair pour tout le monde, qu'on ait des préférences ou pas, j'ai un respect infini pour tous les acteurs, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur origine, qui travaillent sur cette trilogie. Mais moi, ça me casse le personnage d'Aéris quand je l'entends parler. C'est pas possible. Et la voix de Tifa, quand j'ai entendu Brit Barron, donc qui est sa doubleuse anglophone, je me suis dit, enfin, j'ai la voix que je voulais entendre sur Tifa. Alors, c'est pas forcément comme ça que j'entendais Tifa dans ma tête, mais pour moi, c'était un personnage qui était mature, qui était ancré, qui était costaud, quoi, et le fait qu'elle ait une voix qui soit justement un peu trop kawaii, pour le dire comme ça, pour moi, ça collait pas. Sa voix, que ce soit son ancien doublage anglais, que ce soit son doublage japonais, ou même la voix française de Jessica Barrier dessus, pour moi, c'est trop immature, entre guillemets, pour que ça colle avec Tifa. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange, en fait, c'est dans le cast français, et que pourtant je comprends et que je respecte, puisque leur choix au départ, c'est de coller à la version japonaise. C'est juste que moi, la version japonaise, sur cet aspect-là, elle me gonfle, en fait. C'est quoi ton ressenti à toi sur ces voix-là ? Bah alors, pour moi, tu vois, j'ai découvert les personnages via le remake, donc c'était directement eux et c'était directement tout ce qu'il y avait là, donc j'avais pas non plus de passif autre. Ouais. Donc quand j'ai découvert Aéris pour la première fois, effectivement, j'ai entendu ce côté un petit peu aigu. Je me suis dit, ah, voilà le côté jab du truc. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'on se dit? Parce que certains ont tendance à te dire, moi je joue en version originale parce que c'est la version, tu vois, des C'est la vraie créateurs version, quoi. japonais, machin Ouais. et tout ça, et donc nécessairement tout ce qu'ils font est des plus légitimes, tu vois. Et donc ils se disent, ouais, mais c'est parce qu'en version française, tu vois, c'est moins proche de la version originale. Et puis quand on se rapproche de la version originale, les gens tendent à dire, ah mais c'est trop proche de la version originale, et donc ça fait moins français. Et donc là, les comédiens, notamment Soutrel, qui avait dit dans une interview quand il avait fait Barrett, et qu'on lui avait critiqué le fait qu'il interprétait un peu comme en japonais, à des moments, même parce qu'il crie fort, et donc à ces moments-là, quand il crie fort, bah, certains trouvent que c'est surjoué, moi je trouve Ah, pas mais que c'est surjoué. Barrett, quoi. C'est juste que, ouais, c'est juste qu'il gueule fort. Bah oui, mais voilà. c'est Barrett, quoi. Enfin, ça fait partie du personnage pour moi, mais... Donc là, j'avoue, j'avais pas compris. Et puis là, il lui avait reproché d'être potentiellement trop proche de la version originale. Et donc là, il dit, mais il faut savoir, parce que soit on n'est pas assez proche, soit on est trop proche, et il n'y a jamais de juste milieu. Donc va falloir vous mettre d'accord sur ce que vous voulez. Si jamais vous voulez vraiment entendre simplement une version japonaise, bah, vous allez voir en version japonaise. Si vous voulez entendre une version anglaise, vous allez jouer en anglais. Et si vous voulez entendre en français, vous allez jouer en français. Carrément. Mais après, vis-à-vis de la version française, oui, effectivement, quand j'ai entendu Iris pour la première fois, je me suis dit, ah, ok, c'est le côté un peu jap. Mais par rapport à son physique, par rapport à sa personnalité, ça ne m'a pas sorti du personnage. Parce que bah, quand je la vois ou quand je l'entends, tu vois, si je l'entends et qu'après je la vois, je suis pas choqué de voir à quoi elle correspond, tu vois. Et pareil pour Tifa.
Et, et donc, comme Iris a ce côté innocence, naïveté, pureté et gentillesse, bah, j'ai pas trouvé ça déconnant. J'ai même. Ah non, Alors, c'est je pas sais que. déconnant, hein. Je dis pas que c'est déconnant, je dis juste que pour moi, ça exacerbe un aspect Ouais. du personnage qui n'est pas celui que je préfère. C'est pour ça que moi j'entends tout à fait. Enfin, c'est intéressant quand tu parles du retour de Soutrelle, parce qu'effectivement, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, sur le fait que je critique pas le choix qu'ils ont fait en français. Au contraire, pour moi qui ai connu des doublages, parce que là, je vais encore faire mon ancêtre, mais déjà maintenant on a des doublages en français. Pendant très longtemps on n'avait pas forcément tout le temps des jeux qui étaient doublés en français, comme je l'ai dit, et puis au niveau des traductions, etc. En fait, le marché européen, selon mon expérience à moi, a pendant très longtemps été un sous-marché du marché américain, qui était un sous-marché du marché japonais. Donc en fait, les jeux partaient du Japon, ils arrivaient aux États-Unis, ils passaient à la moulinette ketchup américaine, et vas-y qu'on te charcute le jeu, et vas-y qu'on censure des trucs, et vas-y qu'on change les dialogues. Et nous, on avait une retrade et une reversion à la zob de ce qui était déjà fait par les Américains, alors qu'aujourd'hui, et ça m'a vraiment touchée, je veux dire, parce que je l'ai tout de suite senti, vu qu'en fait, effectivement, j'ai commencé le jeu en VF spontanément, c'était de me dire, je me suis tout de suite dit, oh, ça sent qu'ils sont passés directement du japonais en français, et que là, pour le coup, ils ont été fidèles à la version d'origine, et je suis tout à fait d'accord pour dire que je trouve que c'est un bon choix qui est respectable. Mais vraiment, parce que pour des gens comme moi qui avons connu justement l'inverse de on remanie tout et on n'essaye pas de coller, et gna gna gna, c'est un vrai cadeau qui est fait, et je trouve que c'est une marque de respect de Square Enix France d'avoir fait ce choix-là. Simplement, il se trouve que par l'ironie du sort, c'est pas le choix qui marche le mieux chez moi en termes personnels. Mais clairement, je te rejoins dans le fait que je trouve que c'est un choix qui est tout à fait honorable de la part de Square Enix France et respectable vis-à-vis des joueurs. Hein. Clairement. Hein. Et d'ailleurs, quand tu parles de Barrett, sur le fait que Soutrelle, on trouve qu'il fait... Je savais pas en fait qu'on lui avait reproché de faire trop japonais. Mais alors là, pour le coup, moi j'ai eu un peu de mal avec John-Eric Bentley qui le fait en anglais, parce que justement c'est un acteur afro-américain qui a vraiment un accent très afro-américain quand il joue Barrett. Et du coup, au début, j'avais une version un peu, tu sais, yo nigga, tu vois, un peu street New York de Barrett, et je me disais, wow, je vais avoir du mal avec ça. Mais en fait, j'avoue qu'en termes d'acting pur et d'émotion, il est tellement bien, il est tellement bon qu'en vrai ça passe. Mais j'entendrais totalement que quelqu'un vienne me dire que Barrett sonne beaucoup trop américain à son goût, hein. Clairement. Bah, j'allais y venir en plus. Ouais, ah bah vas-y. On en parlait. Bon, là, je vais pas parler de Barrett, on était sur les filles, mais sur les filles, tu vois, donc je l'ai découvert. Donc au début, un petit étonnement, mais je me suis dit, bon, ok, c'est un peu le côté Jap, et en même temps, je me dis, vu le chara design, tu vois, ça me surprend pas. Et après, certains reprochent le fait que aussi en français, ça peut sonner agaçant, sa tonalité aiguë. Moi, je n'ai pas trouvé que ce aigu-là était agaçant, parce que pour avoir vu des aigus vraiment très agaçants, pour moi, c'est pas agaçant. Alors après, chacun a un ressenti différent vis-à-vis de à quel moment ça les agace, mais par exemple, si tu entends Bugenhagen en allemand, ah bah là, ça c'est une voix agaçante, hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait sur lui, Ah, mais j'ai pas essayé, tiens. Ah bah ouais, j'essaierai. en fait, Bugenhagen en allemand, on dirait, tu vois, une fourchette qui grince sur une assiette. Ah ouais, ok. C'est le même ressenti que j'ai eu lorsque je l'ai vu. Ah bah va falloir que j'aille écouter ça. Pour les Allemands, hein. Même pour les Allemands, ils ont dit, mais je sais pas ce qu'ils ont fait, hein, mais c'est très bizarre. Et donc ça c'est un aigu qui m'agace. Mais sur Iris, pas du tout. C'était même un aigu doux, ou que je pourrais écouter en fait en train de me lire un livre audio, tu vois, avant de m'endormir. Enfin, je pourrais très bien écouter. Et puis même vis-à-vis du jeu d'acteur, comparativement à Brianna White, il y a des fois où je préfère vraiment l'interprétation en français. Par exemple, à la fin de Remake, son discours, bah, je le trouve plus touchant. Après, il y a aussi le texte qui est un peu chelou à la fin de Remake, mais je le trouve plus touchant et plus
Iris, tu vois, plus Mm. elle, que dans la version anglaise. Et après, dans la version, enfin, au niveau de l'église, dans Rebirth, lorsqu'elle lui donne la matéria blanche, pareil. Au Mm. moment où elle lui dit surtout ne t'en veux pas et qu'elle s'éloigne un petit peu et qu'elle est quasiment en pleurs, bah pareil, je ressens beaucoup plus d'émotions en français qu'en anglais. Mm. Alors après, n'empêche que ça peut très bien affecter d'autres personnes, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai beaucoup été touché par l'interprétation française. Et Mm. vis-à-vis de Tifa, pareil, ça m'a pas choqué non plus. Mm. Alors, après, tu avais dit qu'il y avait un côté plus badass, plus sûr d'elle, ça? Non, plus. C'est pas le côté badass pour moi, c'était le fait, la maturité et l'ancrage du personnage. Hmm. Plutôt ça. Mm. Bah, vis-à-vis de ça, pareil, je sais pas si elle est pleinement arrivée à un degré de maturité comme ça, puisque quand on la découvre dans Remake, elle est plutôt perdue avec Avalanche, parce qu'elle est pas nécessairement d'accord avec les méthodes. Puis après, dans Rebirth, on apprend un peu plus qu'elle aussi est également introvertie, alors beaucoup moins que Cloud quand même. Mais Quand même pas mal en vrai, hein. Sauf qu'elle fait, ouais, elle fait mieux semblant, finalement. ouais. Enfin, c'est ce qu'elle dit elle-même, mais. Ouais, c'est vrai. Mm. Et donc ce côté introverti là dans le jeu de Jessica Barrier, pareil, je le ressens. Mais en même Mm. temps, il y a des fois où Tifa pète un câble et te dit j'en ai marre ou un truc comme ça. Et en français, là, la façon dont elle le dit, tu vois, c'était badass. Ah, mais Plus, clairement. Mm. plus un Mm. moment avec un coup de pied comme ça, Mm. stylé. Et le souci que j'ai avec Brit Barton, par exemple, c'est que quand j'entends Brit Barton sur Tifa, j'arrive pas à voir Tifa. Tu vois, si je mets pas de visage, si je mets pas de visuel Mm. et que j'entends Brit Barton et que tu me donnes après le visuel de Tifa, et si je dois faire un comparatif entre Jessica Barrier et Brit Barton, Mm. bah, je trouve que Jessica Barrier correspond beaucoup plus à Plus son à physique Tifa, à et ta Tifa, quoi, en fait. Mm. ouais. Et, et c'est aussi dans le jeu après que ça passe, que je Mm. trouve plus intéressant en français aussi. Mm. Ou Brit Barton, des fois, il y a des fois où, après c'est un ressenti personnel, hein, pour avoir d'abord expérimenté en Ah version non, française, mais donc clairement, et puis on est pour là moi les pour parler de ça, personnages, hein, je veux dire. ça. Et, et donc mon ressenti était moins grand Mm. avec les personnages et moins de proximité avec les personnages que lorsqu'ils étaient interprétés en français, que je trouvais vraiment excellemment bien interprété, que tu arrivais à discerner la personnalité de chacun Mm. de façon vraiment bien définie, correcte et tout, sans problème. Mm. Là où en anglais, j'ai un peu plus de mal. Mm. Et par exemple, tu vois, pour le casting ancien anglais, bah, sur un personnage en particulier, notamment, enfin deux, celui de Zach, et un autre où je trouvais que l'ancien comédien faisait un travail plus intéressant que le nouveau. Et ce personnage, c'est Sephiroth. Sephiroth, ouais, bah ça, ouais. Il y a pas mal de gens, ouais, qui ont ce ressenti-là, y compris dans la commu anglophone, effectivement, ouais. Ouais. Moi, il m'a pas dérangé, le nouveau Sephiroth, j'avoue. J'aime bien les deux. Mais effectivement, ouais, c'est les deux éléments du cast qui sont les moins convaincants pour beaucoup de monde, effectivement, ouais. Non, en fait, Ouais. c'est ce que dans l'interprétation de Tyler ou quelque chose, Tyler, bon, je sais plus son nom de famille, celui qui joue dans Superman et Lois. Ok. Ouais. Son interprétation Eipner. de Sephiroth, Attends, tu non, vois. ah non, lui, pardon, c'est un Ouais. artiste. Excuse-moi, je suis en train de chercher en même temps que je te parle. Encore une fois, je tiens vraiment à ce qu'on rende hommage aux acteurs Oui. et qu'on prenne leurs noms. Du coup, j'avais pas forcément tous les noms du. Tyler, oula, Eushlin, un Oui. truc comme ça. Ouais. Ah, donc il joue Tyler, Superman. Ah, c'est vrai Ashton. qu'il a une tête de Superman, effectivement, ouais. Donc ouais, il a joué dans Superman et Lois, Ok. et aussi dans Teen Wolf il y a quelques années. Je l'avais découvert là-dedans. Et donc dans son interprétation de Sephiroth, ce que j'aurais à reprocher, c'est que le Sephiroth anglais, pour moi, c'est le Cloud français. C'est-à-dire qu'il est monocorde, il est platonique, et il Oui, véhicule pas nécessairement je des vois ce que tu émotions. veux Et le dire. souci que j'ai avec ça, Ouais. c'est que quand Sephiroth te dit à Cloud qu'il a pas d'émotion, qu'il ressent rien, que c'est un pantin, que c'est une marionnette, voilà, que c'est un clone, voilà, une simple coquille vide, et qui te le dit de façon monocorde comme ça à la Cloud français, et que Cody justement est plus vivant encore Mm. que le Cloud français, bah, je trouve ça très bizarre, tu vois, parce Mm. que ce que te dit Sephiroth ne paraît pas du tout véridique. Enfin, à aucun moment tu vas te dire ah bah oui c'est vrai que Cloud a l'air pas si vivant que ça, que des fois il est un peu en
montrer, tandis que en français, tu ressens bien ce côté un peu nonchalant Mm. du personnage. Et puis après, quand t'as les persos également hein, autour qui gravitent, qui te disent, par exemple Barret à Costa del Sol, il dit t'as pas besoin d'être aussi blasé avec moi maintenant et tout, c'est bon, on se connaît. Ou Andy au Gold Saucer qui dit malheureusement tu es toujours aussi froid. Ou même Cloud qui le dit lui-même lorsqu'il voit le tableau de Jesse s'il y va tout seul Mm. lors du rencard du chapitre 8, qui te dit qu'il était froid avec elle. Bon, dans la version anglaise, je crois pas qu'il dit ça de cette façon. Avec Je le sais texte. plus, je t'avouerai, je sais plus ce qu'il dit. Mais donc, tu vois, ça paraît logique. Et donc là, quand Sephiroth te dit ça en fin de jeu et même durant toute ton aventure, pour un nouveau venu, je me dis que s'il joue en version française, c'est pas impossible qu'il puisse se dire ah ouais, mais Sephiroth en même temps, hein, il a pas vraiment tort. Mm. Tu vois. Parce Mais je que comprends dans- complètement ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Moi, j'avais jamais vu les choses comme ça en fait. Et je comprends carrément ton ressenti en fait. Et je trouve ça super intéressant parce que si tu veux, pour moi, en fait, Sephiroth dans la retrilogie, c'est normal en fait s'il montre pas d'émotion parce que pour moi, il a dépassé le stade émotionnel pour se détacher en fait de son humanité. Donc j'ai cette lecture là qui fait que ça me dérange pas, mais au regard de ce que tu dis et des correspondances par rapport à ce qu'ils disent et ce qu'ils montrent, même si c'est pas mon ressenti spontané, je comprends complètement ce que tu dis et je trouve ça hyper intéressant comme lecture des personnages. Vraiment. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de Sephiroth, est-ce qu'on peut parler de Bruno Choël et de son interprétation? Ouais, le genre. On peut pas. Alors, bon, à part dire qu'il déchire. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je pense que même au sein de la commune des fans français, s'il y a bien un doublage qui est validé à 3000%, je pense, par tout le monde, c'est Bruno Choël sur Sephiroth, non? Après, je dirais que je pense qu'il y a un autre aussi qui est validé à 3 milliards de pourcents, c'est Vincent. Si tu Ah, me mais dis que- grave! De toute façon, j'allais y venir. Mais j'étais en train de Ouais. me dire, waouh, on va passer 3 heures à chanter les louanges de tous les acteurs un par un. Moi, je vais y arriver. Et en même temps, il mériterait. Non, mais alors, moi, si je peux faire mon top des voix que j'adore vraiment en français, hein. Reno, mais alors je crois que l'acteur est mort, non? Français? Ouais? Ou c'est pas le français? Non, c'est l'acteur japonais. Japonais. Ah, autant pour moi. Bah, toutes mes condoléances à sa famille. Mais du coup, bah, tant mieux si on peut le garder en français parce que je trouve que sa voix est géniale. Rufus, j'aime beaucoup. Ah oui. Sephiroth, j'aime beaucoup. Vincent, il est topissime. Vraiment, c'est mes voix coup de cœur. Après, il y a plein de voix qui sont très bien. Nanaki, mais qu'est-ce que j'ai adoré la voix de Nanaki. Alors après, moi, je l'aime autant en anglais qu'en français. J'ai pas de préférence là pour le coup pour les deux. Et j'ai plus trop. En vrai, le cast que j'aime le moins, pour être honnête, c'est le cast japonais. Après, Ça m'a vis-à-vis ragé de- dans les commentaires. J'adore faire ça. Appuyer là. Non, mais moi, ce qui. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du cast japonais. Il est très bien, le cast japonais. Mais alors, bon, déjà, il y a les petites voix à la japonaise que je supporte plus. Mais c'est surtout que j'ai une impression de déjà entendu. La voix de Barret, c'est la voix du mec de ce type-là. La voix de Cloud, c'est la voix de Cloud qu'on lui connaît. Enfin, je trouve les voix un peu convenues, entre guillemets. Et du coup, c'est pas forcément celui que. Donc en fait, j'ai fait mon New Game Plus sur Rebirth. Je l'ai quand même fait en japonais parce que j'aime bien quand même toujours avoir la version originale. Et puis je l'ai doublé en français parce qu'on va y revenir pour les questions de traduction. Mais on va finir d'abord sur le doublage pur. Et puis parce que la VF, en fait, ma fille l'a fait en VF, mon fils l'a fait en VF, mon mari l'a fait en VF, donc j'avais quand même déjà eu pas mal d'aperçus en fait de la VF, même si j'avais pas fait le jeu complet. Mais je me rends compte qu'elle ne m'a laissé, la VO, elle ne m'a laissé quasiment aucun souvenir en fait, par rapport aux deux autres. Donc moi, si je devais les mettre dans l'ordre de préférence sur le plan émotionnel et affectif, pas sur le plan de la traduction, j'insiste dessus. C'est la version anglophone, la version française et la version japonaise juste en dessous, quoi. Et est-ce que toi, t'as eu d'autres voix coup de cœur, du coup, dans le cast, des voix qui te touchent particulièrement, où tu te dis, là, c'est génial, quoi? Ça peut être celle que j'ai dit, hein, mais... ou d'autres, hein. Ouais, bah en soi, oui, c'est ça. Bah, en fait, tous les personnages principaux, hein, même Elena, enfin, principaux, c'est un peu plus secondaire, ça, mais Elena, Palmer, Heidegger, Scarlett, tous les personnages de la Shinra, Ojo, pareil.
je trouve qu'elles correspondent toutes au personnage. Mm. Voilà, Oui, j'ai jamais carrément. été choqué par une des voix. Alors certains vont se dire, ouais, j'ai été un peu perturbé en voyant Sid pour la première fois parce que je m'y attendais pas. Bah c'est sa voix d'Advent Children. Hein. Alors c'est vrai qu'effectivement, il y a Mm. pas mal de gens qui ont... Alors ils avaient déjà du mal à retrouver Sid par rapport à son rôle dans Rebirth qui est... Voilà, qui est pas aussi... Enfin, qui colle pas forcément à ce qu'on attendait du personnage, qui est pas aussi trashouille, on va dire, que ce qu'on attendait du personnage de Sid. Et effectivement, il y a des gens qui ont fait la voix de Sid, mais c'est la voix qu'il avait sur Advent Children, en vrai, hein. Donc ils ont gardé le cast, quoi. En fait, c'est ce qu'il a un côté dans sa façon de s'exprimer plus comment je peux dire ça, qui dénote un peu plus du reste du cast, parce que le reste du cast, tu vois, ils parlent français, mais il y a pas d'accent ou de truc particulier. Là où avec Sid, il parle un peu de façon campagnard, tu sais, où Ouais, il j'allais te dire, il dit, fait un peu pecno. ouais, où il te dit, Comment il qu'il conduit, conduit. alors, Oh bah Moudiou, dis donc. ouais. Hein. Mais donc en même temps, je me dis que quand on m'a donné la description de Sid, bah, C'est pas déconnant. bah oui, On est d'accord, c'est pas j'ai déconnant. l'impression de voir un autre personnage. Mais je Donc, pense qu'il alors, manquait le côté... il est pas assez... Je trouve pas le mot, en fait, incisif, peut-être, par rapport à ce qu'on attendait. Les ouais. vieux joueurs, j'entends. Mais oui, mais je vois Après, ce que la tu veux dire. description qu'on m'a fait de l'original, c'est pas non plus des plus reluisants au début. Après, c'est son développement qui fait que c'est un peu mieux. Mais au début, la description qu'on m'en donne, c'est pas non plus terrible. Donc je me dis que le fait qu'il ait pas seulement ce côté-là de ronchon, râleur, Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, j'aurai l'occasion d'en reparler dans une vidéo, hein, de ça. Ouais, du développement du et quand même personnage un peu aussi. plus intéressant, tu vois, ça te donne un peu plus Mais surtout de un peu attachant, je pense. corps au perso. Quand même. En tout cas, il faut, pour moi, il faut pas qu'il fasse connard au début, parce que il peut être un connard quand tu le rencontres, en fait. Enfin, bon, je vais pas commencer à... Ouais, on va pas se perdre en tergiversation sur le développement des personnages, parce que sinon j'aurai l'occasion d'en reparler dans une vidéo, mais je te rejoins en tout cas. Et c'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi, même sur des personnages qui sont très secondaires, genre Madame M, Sabrina Marchese. Alors si je dis pas de conneries, c'est celle qui faisait Chichi et Bulma dans Dragon Ball, ou qui fait Julia Roberts et tout ça. Elle est géniale. Le mec qui fait Johnny, alors attends, je cherche le nom, Grégory Lenné. Super, mais vraiment, je veux dire, il a une voix. Et c'est vrai que du coup, t'as un ensemble en fait qui fonctionne super bien. Le mec qui fait Heidegger a une voix incroyable, Gabriel Ledoz, qui colle aussi excellemment bien au personnage. En fait, en vrai, dans le casting français, j'ai moins de problèmes avec les voix secondaires qu'avec les voix de certains persos principaux. Et c'est peut-être ce qui fait que du coup, d'ailleurs, c'est pas la version qui a ma préférence pour le coup, mais en tout cas, on va vraiment saluer tous les acteurs qui travaillent sur cette retrilogie pour mettre leur talent, pour s'impliquer corps et âme dans ce qu'ils font, vraiment, parce que là c'est pareil. Moi je remarque que dans les casts anglophones, il y a de plus en plus d'acteurs qui se retrouvent sur des jeux vidéo et qui sont eux-mêmes des gens qui jouent aux jeux vidéo, et donc c'est des passionnés, etc. Mais moi quand j'entends le témoignage d'acteurs comme Céline Meloul qui fait Iris, donc, ou Tanguy Guasdoué qui fait Cloud, qui sont pas des gamers, qui viennent pas de cet univers-là, et qui pourraient se dire c'est qu'un rôle, moi je prends mon cachet, je me casse, et qui, mais pas du tout en fait, font vraiment s'investissent dans les personnages, s'attachent aux personnages, donnent tout ce qu'ils ont pour donner la meilleure expérience aux fans, en ayant complètement conscience de l'attachement que nous, on peut avoir avec ces personnages-là, en ayant un respect infini pour ça, et en étant pleinement conscient de tout ça. Voilà, moi je trouve qu'ils méritent qu'on leur rende un gros et vibrant et sincère hommage. Donc c'est aussi l'occasion de le faire. Et par contre, j'aimerais bien qu'on discute, parce que ça, c'est quelque chose dont tu voulais... Enfin, ça, c'est ce qui m'a un peu donné l'idée d'ailleurs d'en débattre avec toi en particulier, c'est les conditions de travail et le système professionnel dans lequel ils œuvrent. Et est-ce que tu as un petit peu envie d'en parler à ton niveau ? Ouais, alors, je suis pas non plus connaisseur de tout ce qui s'y passe, mais j'ai quelques notions. Généralement, ça va dépendre du studio d'origine et du budget qu'ils mettent dans la localisation française. Et comme pour une autre localisation, d'ailleurs. Donc,
Si la localisation, ils ont le budget, si tout se passe bien et que les conditions de travail sont nickel, bah là, les comédiens seront capables de faire un travail excellent, tu vois. Parce que par exemple, quand tu arrives en tant que comédien français, tu n'es pas l'acteur d'origine, donc tu n'es pas à proximité des créateurs. Et en Mm. plus de ça, quand tu connais pas la langue, c'est un peu compliqué. Donc, tu as le directeur artistique qui va te définir ton personnage, il va te décrire la personnalité de ton perso et en même temps chacune des situations dans lesquelles tu es et la façon dont tu es censé l'interpréter. Et, et donc pour Square, enfin ce qui est bien avec Square Enix et les doublages français, c'est que vraiment on est bien l'outil. Par exemple pour FF14, comme c'est une histoire qui date depuis 10 ans, je crois, euh, il y a beaucoup d'éléments scénaristiques. Mais il me semble que les directeurs artistiques ont à leur disposition tout un résumé de l'histoire et de la personnalité des personnages qui leur a été fourni. Mhm. Donc là, il n'y a aucun souci, tu vois, ils sont dans les meilleures conditions possibles pour proposer quelque chose de qualité. Et bon, pour ce qui est de FF15, FF16 et FF7 Remake, j'avoue que pour les conditions, je sais pas trop. Mais il me semble que là, c'est reparti sur quelque chose de classique. Donc je pense qu'ils ont leur texte à la disposition depuis la traduction japonaise, que tout semble nickel et que la direction artistique des comédiens correspond à ce que sont censés être les personnages. Mm. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais par contre, tu as d'autres studios qui n'auraient pas nécessairement le budget adéquat, qui pourraient vouloir te proposer une localisation internationale, donc que ce soit du français, de l'allemand et tout. Et il y en a un qui me vient en tête tout récent, là, c'est Kingdom Come Deliverance 2. Mhm. C'est un jeu qui est créé par un studio tchèque, il me semble. Un petit studio qui n'a pas non plus un budget illimité, et qui propose même le jeu où il y a le plus de dialogue, tout jeu confondu, il me semble. Ok. Ils ont battu le record. Ah ouais. Et donc là, ils veulent faire un doublage français. Sauf Mm. qu'ils ont très peu de budget. Mm. Et il y a énormément de dialogues, énormément de personnages. Ça se passe, il me semble, au XVe siècle, au Moyen-Âge. Et donc, ils ont fait appel à un studio français de doublage, euh, qui, forcément, était un peu cher, hein, tu t'en doutes. Mm. Si tu veux proposer quelque chose de qualité, forcément, l'argent, Ça se paye, bien sûr. ça nécessite. Ouais. Mm. Et donc, comme ils n'ont pas pu satisfaire pleinement à cette somme, bah, ils se sont détournés vers un autre studio, qui n'est même pas un studio français, qui est un studio multilingue qui se trouve en Espagne. Ok. Et donc là, on a affaire à une version française qui est à moitié faite par des Français. Le cast principal du jeu est réalisé par le studio français. Tu vois, donc il est de qualité. Sauf que pour les personnages secondaires, c'est le studio multilingue qui s'occupe de ça et qui a même fait la traduction du texte. Autant te dire que des Espagnols qui traduisent du français, enfin qui traduisent de l'anglais ou l'allemand, je sais plus. Ouais, enfin, ce qui est pas dans leur français, langue, quoi. Donc forcément, il y a des ouais, ratés, quoi. Mm. il y a des lacunes et surtout Mm. que comme ça se passe au XVe siècle, normalement, Ah oui. Bah il oui. y a des mots qui sont pas censés exister à cette Mm. époque-là. Carrément. Et donc, dans le texte que les Français ont reçu, il y avait par exemple le mot cool. Sauf que c'est un anachronisme, c'est pas Oui, possible que ce mot complètement, oui. cool soit présent au XVe siècle. Je traduis Donc, entre bougres. Mm. donc là, le directeur de la VF en France du studio français avait réécrit en même temps les dialogues. Pour se dire, non mais les mecs, c'est pas français ce que vous faites, donc Mm. laissez-moi faire, je retraduis le texte. Et après, il avait renvoyé l'audio qu'il avait enregistré avec la retraduction qu'il avait fait. Au début, ça passait, tu vois. Et puis à un moment donné, ils sont revenus et ils ont dit non mais attendez, vous avez changé le texte, là c'est plus ce qui était écrit. Donc là il te dit oui mais ce que vous avez écrit n'était pas français. Et après il fait non mais je m'en fous, vous enregistrez ce qu'on a écrit sur le papier, point barre. Mm. Et tu vois ça par exemple c'est chiant parce que je veux dire il n'y a pas de mieux qu'un français pour pouvoir faire le travail d'une version française. Mm. Il est plus à même de te fournir un travail de qualité sur une version française, là où un espagnol peut avoir des lacunes. Ou sinon, ils auraient simplement pu collaborer main dans la main en faisant des retraductions et en comprenant. Et le pire, c'est que le directeur français, il avait fait tout un tas de pavés sur le fait que pourquoi il a changé tel mot, pourquoi il a changé tel truc. Et la réponse était, bah non, tu restes sur le texte d'origine, même s'il y a des anachronismes, même si la formulation de phrase est pas nécessairement des plus bonnes, et tu dois faire avec, malheureusement. Mm. Et pour ce qui est des comédiens annexes, des personnages secondaires, bah, si tu un studio multilingue, donc tu as des personnes qui ne sont pas nécessairement natifs de la langue, et ça s'entend. Bah J'entends oui. qu'il y a un petit Mm. accent, il y a un petit quelque chose, et parfois même, certains comédiens n'étaient pas du tout des comédiens. Et là, pour le coup, la fameuse idée reçue qu'on peut avoir parfois sur certains doublages en disant que il a été pris dans la rue comme ça en passant pour lui dire viens fais une voix. Ouais, là pour Voilà, le coup, c'est le cas, quoi.
Pour le coup, c'est le cas. Ouais. Ok. Au point même où on avait l'impression que parfois c'était une intelligence artificielle. Et c'est malheureux de se dire qu'on croyait que c'était une intelligence artificielle alors que ça l'était pas, parce que ça peut nuire justement Bien sûr. au jeu et au fait qu'on pourrait se dire que l'intelligence artificielle serait pas capable de faire mieux. Puisqu'on a vu qu'apparemment des comédiens, même si, en fait. j'avoue, c'est ça le pire du coup. même si j'avoue, j'ai un peu un doute. Acteur, c'est un métier, on le rappelle, c'est du travail. c'est beaucoup d'efforts, ça vient pas comme ça. Même s'il y a des gens qui sont naturellement plus doués que d'autres, ça reste un boulot qui demande de l'entraînement, des connaissances et du travail, des compétences. Voilà. Ouais. Tout à fait. Et du coup, c'est quand on les a pas que ça s'entend, du coup, en général. Carrément. Et donc, vis-à-vis de certaines voix comme ça qui faisaient très robotique, j'ai l'impression quand même qu'il y avait de l'intelligence artificielle, même si c'est démenti, même si c'est dit que non. Il y a vraiment, à un moment donné, le personnage y parle, il a une telle intonation, ça fait humain, même si c'est pas très bien joué, et d'un coup, d'un seul, tu as une réplique qui fait beaucoup plus robotique, qui change un petit peu la voix, et qu'après tu repasses sur un dialogue où c'était la même voix normale humaine, mais qui était mal jouée. Donc j'avoue, je sais pas. Je sais rien si c'est le cas ou pas, hein. De toute façon, j'aurais pas vraiment moyen de vérifier, mais toujours est-il que ça faisait quand même très intelligence artificielle. Alors si jamais c'est vraiment un humain, bon bah c'est malheureux, mais voilà. Et donc pour cette version française là, par exemple, bah, si vous n'aviez pas le budget, si vous n'étiez pas capable de satisfaire une version française correctement, bah n'en proposez pas, tu vois. Ça peut saouler parce qu'il y a énormément de dialogue et tout, mais si c'est pour proposer une version française qui, en fin de compte, n'est pas des plus qualitatives, satisfaisantes, ouais. C'est un peu compliqué. Alors après, il me semble que le studio a pris note de ça, a pris connaissance de ça parce que ça a fait polémique, et qu'ils allaient réenregistrer ces personnages-là avec de véritables comédiens. Mais t'imagines du coup pour eux le budget, parce que ça veut dire repayer encore des gens et tout quoi. Et oui. C'est chaud, alors qu'à la base ils avaient déjà pas la thune quoi. Non mais c'est sûr que c'est un vrai budget hein, le fait de faire du doublage et comme tu dis maintenant il y a l'IA qui vient se mettre aussi là-dedans et d'ailleurs sur un des derniers lives de Cal, je sais plus, je crois que c'est celui qu'il avait fait sur ma vidéo sur le Wu-Tai, mais je suis pas sûre. Il y a un abonné qui a dit qu'il avait rencontré en fait Jessica Barrier justement qui joue le personnage de Tifa par hasard en faisant ses courses ou je sais pas quoi, et qu'il avait discuté un peu avec elle et qu'elle lui disait que elle voit ses cachets baisser à cause de l'IA en fait. Alors que en plus de ça, une des choses que tu m'avais mis en exergue quand on en avait discuté et qu'effectivement j'ai retrouvé dans les propos de Tanguy Gazoué dans son témoignage quand j'ai regardé l'interview hier et qui m'a vachement choquée, c'est qu'ils sont même pas forcément payés de manière complètement juste, je trouve, par rapport à leur travail, parce qu'en fait les acteurs de doublage sont payés à la ligne de dialogue. Et je trouve que ça pose deux problèmes. Déjà, moi, là où ça m'interroge, c'est qu'une ligne de dialogue, ça peut représenter 10 secondes de boulot comme ça peut représenter 2 heures, selon la difficulté, selon le nombre de fois où on va te demander de le refaire, et qui peuvent être... tu peux avoir besoin de la refaire 30 fois, mais pas parce que l'acteur est pas bon, mais juste parce que la direction d'acteur est peut-être pas claire, ou peut-être parce qu'il y a des considérations qui font que, ou des problèmes techniques, ou des machins. Donc en fait, les gars, ils passent quand même du temps à enregistrer des trucs en n'étant pas payés proportionnellement au temps qu'ils vont y passer. Et c'est d'autant plus choquant quand on parle de jeux japonais comme le JRPG, parce qu'il y a un énorme travail sur ce qu'ils appellent les HH, donc c'est je sais même pas comment dire. Voilà, c'est ça, c'est les réactions, les petits bruits en fait, les qui sont hyper présents dans les jeux japonais parce que pour eux, c'est un mode de communication à part entière, même dans leur quotidien. Les Japonais, souvent, hein, pour les gens qui pas besoin d'aller au Japon pour ça, il suffit de regarder un animé. Il y a très souvent des phrases où quand vous regardez un animé qui est doublé, en français, on va vous mettre oui, c'est vrai, alors que le mec, il a juste dit oh. Voilà. Mais et ça, c'est pas considéré comme des lignes de dialogue. Donc en fait, quand ils font ça, les mecs sont pas payés. Et dans l'interview, Tanguy Gazoué, il parle de une journée entière à faire que les fameux HH. Et alors en plus, il en parlait pour Advent Children et il disait qu'ils avaient une supervision avec une personne de Square Enix Japon qui était tout le temps présente pendant tous les enregistrements et qui n'est intervenue que sur cette partie-là
Et c'est la partie qui leur a le plus cassé les bonbons parce que vraiment, là, ils étaient en mode ah non, il fallait qu'ils fassent exactement comme les Japonais. Alors apparemment, ça avait même donné lieu à. Ça avait fini un peu par gonfler les acteurs français en disant mais nous, on n'est pas des Japonais et en français, on fait pas des bruits comme ça. Donc faut que ça colle aussi quand même un petit peu. Et qu'ils avaient fini par arriver à négocier sur la retrilogie, on va dire, un entre-deux qui fasse que. On part du japonais, mais on francise quand même un petit peu pour pas que ça fasse trop décalé. Et en fait, ça a correspondu pour Advent Children à une journée entière de travail où ils n'ont pas été payés, quoi. Et ça, c'est pas normal. C'est ça. Parce que en France, du moins, je sais pas si c'est à l'étranger, c'est le cas aussi, les HH, les réactions, sont considérées comme étant des bruits et pas des lignes de dialogue. Raison pour laquelle ils sont pas payés. C'est du travail, en fait, quoi. Moi, ça me tue que ces gars-là soient pas payés proportionnellement au temps qu'ils passent à travailler. Et juste, on t'enregistre pour un rôle, ça fait partie de ton rôle, tu bosses, t'es payé, quoi, tu vois. donc ça pose vraiment des vraies questions économiques et à la fois sur le paiement des acteurs et aussi ce que ça coûte au studio. Et du coup, l'avenir, en fait, avec l'intégration de l'IA là-dedans, l'avenir du doublage par la suite. Surtout qu'on sait que les jeux AAA commencent à avoir tellement de mal aujourd'hui à rentabiliser leurs coûts de production parce qu'il faut qu'ils vendent des millions et des millions et des millions de copies pour pouvoir vraiment rentrer dans leurs frais. Et est-ce que selon toi, on va pas se retrouver avec, comme tu dis, le risque, entre guillemets, qu'il y ait de plus en plus de jeux qui sortent avec un doublage, comme ça a été le cas pour Baldur's Gate 3, par exemple. Il y a un doublage, il n'y en a pas 50. Après, il y a des sous-titrages, mais il n'y a eu qu'un seul doublage pour le jeu, quoi. Alors, bon, je suis plutôt du genre pessimiste un peu sur tous les points, parce que j'ai peu foi en l'humanité, donc vis-à-vis de ça, je me dis que, franchement, tout ce qui intéresse maintenant principalement dans cette société, c'est de faire des bénéfices, de l'argent et de rapporter. Donc le souci, c'est que si tu dois faire un doublage, une localisation qui va te coûter cher et que potentiellement la localisation que tu fais touche qu'une faible population, bah tu vas pas avoir envie de te casser la tête à devoir payer tout un tas de comédiens. Et donc si jamais on arrive à un moment donné, même si en soi on a déjà des prémices qui sont quand même assez affolantes, si jamais tu te dis oula, ce truc-là, dans quelques années, il y a moyen que tu peaufines la chose et tu peux très bien remplacer un comédien, tu n'y verras que du feu. Parce que par exemple, je me suis déjà fait avoir par des deepfakes ou des trucs où je pensais que c'était réel alors que c'était une intelligence artificielle qui avait fait la chose. Et je suis tombé dans le panneau alors que je croyais que jamais je me laisserais avoir par un truc pareil. Et là, on est que aux prémices du truc. Donc, si jamais tu arrives à avoir une intelligence artificielle, une seule, alors elle va te coûter bonbon au début, mais cette intelligence artificielle-là est capable de changer de voix totalement, même potentiellement de prendre la voix d'un comédien réel, et en plus de ça, de jouer le jeu de l'acteur original à la perfection, sans qu'il y ait de quelconque lacune. Et qu'en plus de ça, cette intelligence artificielle prend en compte la synchronisation labiale, bah alors là, les comédiens étrangers ne seront plus jamais appelés, et ce sera simplement l'intelligence artificielle qui va le faire. Et le souci qu'on pourrait se dire, c'est que, oui, mais dans ce cas-là, l'intelligence artificielle, tu n'y vois que du feu, t'as pas l'impression que c'était une intelligence artificielle. Mais le souci, c'est que lorsque tu découvriras que c'est une IA, et ben tu vas être un peu déçu parce que tu vas te dire ah ouais mais putain attends, tout le personnage là, tout ce que j'entendais, c'est issu d'une machine à la base, et donc le fait qu'il y ait plus ce facteur humain derrière, même si ça aurait pu être mal joué avec un humain, toujours est-il qu'il y avait, tu vois, ce facteur humain, ce côté des émotions qui est réel. La machine, on lui dit que telle émotion c'est telle émotion, elle va s'exécuter, mais elle n'a pas réellement la notion. Bien sûr, oui, il n'y a pas de vécu organique derrière, en fait, quoi. Ouais, c'est simulé. Donc derrière, il y a ce côté-là qui va perdre un peu de ce côté humain, et donc le côté artistique de la chose disparaît, parce que c'est quand même propre à l'homme. Donc si c'est une machine qui s'en occupe, c'est un peu dommage. Et ça peut se référer à toutes les formes artistiques. Par exemple, si jamais plus tard, on te fait même tout en intelligence artificielle, même à l'écran, c'est plus de vrais acteurs, compliqué. Même par exemple récemment là, Alain Dorval, dans une bande-annonce, il a eu sa voix sur Schwarzenegger alors que Alain Dorval est décédé en 2022, et c'est une intelligence artificielle et un studio d'IA qui s'en est occupé. Et le souci dans tout ça, c'est que déjà en plus c'était mauvais, ça se voyait que c'était une intelligence artificielle, et surtout l'éthique entre en question, et
Et le pire, c'est que la fille de Alain Dorval, qui est ministre en plus, je crois, a autorisé que ce studio reprenne la voix de son père, et la simule, et en fasse un doublage. Alors après, elle a dit oui, mais j'ai simplement dit d'essayer, j'ai pas autorisé la chose. Oui, c'est facile de dire ça une fois que tu vois que le résultat est mauvais. Mais si le résultat aurait été de qualité, qu'est-ce que tu aurais fait? Bah, tu aurais accepté et tu aurais pris le chèque qu'on t'aurait donné. Voilà. Et donc ça, pareil, niveau de l'éthique, en plus c'est la voix de ton père et tu autorises un studio comme ça à simuler sa voix. Bon, après ça dépend où tu te places. Est-ce que tu considères comme étant bien ou pas? Parce que Schwarzenegger a toujours été connu avec Alain Dorval, donc si jamais tu viens à changer sa voix maintenant, est-ce que tu vas être capable de faire la transition? Voilà, c'est des questions qui se posent, mais moi j'aurais toujours un problème avec l'intelligence artificielle où ça sera pas réel. Même si déjà il y en a certains qui peuvent avoir un souci entre version originale et version doublée, qui vont se dire ouais mais c'est pas le comédien qui est à l'écran, c'est pas la vraie voix de l'acteur et donc c'est pas nécessairement le vrai jeu de l'acteur. Toujours est-il que la version française, la version allemande, la version chinoise, tout, c'est quand même un être humain derrière qui va le faire. Que ça soit de qualité ou non, c'est un être humain. Tu vois. Et donc il y a toujours ce côté là où c'est vivant. Il y a de la vie derrière. Ouais, et puis il y a... Enfin, tu vois, ça me fait reconsidérer ce que je disais au début avec mon histoire de Jim Carrey, là. C'est-à-dire que si demain, le comédien qui joue Jim Carrey, il lui arrive quelque chose, il prend sa retraite, ou un malheur où il peut plus doubler, ou je sais pas quoi, éthiquement parlant, je préfère qu'on redonne un boulot à un nouvel acteur et qu'on lui laisse sa chance, plutôt qu'on aille artificiellement reprendre la voix de Jim Carrey juste parce que j'ai pas envie d'être déstabilisée. En plus, moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que il se trouve que je travaille dans le milieu artistique. Alors, moi, je travaille dans le milieu du spectacle vivant, notamment. Donc je suis beaucoup au contact de comédiens, d'artistes, de danseurs, machin, tout ça. Alors nous, l'IA, pour l'instant, on n'est pas complètement touché par ça, parce que un artiste sur scène, il ne peut pour l'instant... Ah, quoique, on peut mettre des hologrammes maintenant. Là, j'ai rien dit. On peut mettre des hologrammes maintenant, mais je suis complètement consciente, du coup, de par ma carrière professionnelle et le milieu professionnel que j'affectionne particulièrement, de la plus-value humaine, en fait, qu'il peut y avoir derrière. Et moi, j'avoue que ça me fait... moi, ça me pose un gros problème de questionnement, même philosophique et humain, en fait, cette histoire de l'IA, parce que à quel moment est-ce qu'on considère... Parce que, tu vois, quand tu me dis elle peut reproduire exactement, mais il n'y a pas le supplément d'âme, en fait. Il n'y a pas un humain, quand il joue, il va aller rechercher quelque chose qu'il a vécu. Je veux dire, si les acteurs peuvent jouer la tristesse, le bonheur, etc., c'est pas parce qu'ils l'inventent, c'est parce qu'ils le vivent, et qu'en fait, ils vont se reconnecter à ça. Et que ils nous retranscrivent, en fait, ce truc-là. Et c'est ce qui fait que c'est génial d'avoir du doublage dans des jeux vidéo, parce que comme c'est déjà des médias qui se passent à travers un écran, etc., il y a déjà une certaine distanciation, il y a déjà un côté un peu déshumanisé, et ça réhumanise, en fait, les jeux vidéo et tout ce que ça peut nous apporter, en fait, sur le plan de la construction intérieure, de l'émotion, etc. Et si du coup on redéshumanise ce qui humanisait le jeu vidéo, pour moi, on va rétro-pédaler, en fait, pour des questions purement économiques, quoi. Et en même temps, je me pose la question, est-ce que du coup, moi, je préfère un jeu où je vais avoir tout le doublage dans une langue que je connais pas et qui est juste sous-titré. Bon, après, moi, c'est vrai que comme je suis quasi bilingue en anglais, j'ai pas ce problème. Je peux difficilement me mettre à la place de quelqu'un pour qui ça va être un vrai inconfort. Voilà, mais est-ce que je préfère ça, ou est-ce que je préfère quelque chose qui va m'apporter un certain confort de vécu, mais qui va être fait aux dépens du travail, de la qualité, et puis de l'humanisation, en fait, tout simplement du jeu. C'est une vraie question, en fait. Je pense chacun aura sa propre réponse, et je sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise réponse à ça, c'est un ressenti personnel, mais ouais, c'est... je pense qu'on pourrait aussi en parler pendant 3 plombes, en fait, de ce sujet-là, qui est un vrai questionnement dans l'art en général. Comme tu dis, moi je partage totalement ton avis, que ce soit pour les artistes visuels, par exemple, les gens qui font de l'illustration, ou même des créateurs de jeux vidéo, en fait. L'IA, ça peut être une assistance, en fait, qui va venir permettre des choses qui sont créées par l'esprit humain, mais quand tu commences à avoir des choses qui sont créées par un algorithme, là, je trouve que ça devient vraiment flippant, quoi. Ouais.
Et puis je me permets de dire, parce que j'ai vu un documentaire Arte sur la Silicon Valley il y a pas longtemps, que l'IA c'est hyper méga polluant, les gars. C'est vraiment, mais genre ils en sont à envisager dans les GAFAM, là, les grosses boîtes, à se construire des centrales nucléaires privatives pour pouvoir accueillir les serveurs qui vont être obligés de mettre en place pour qu'on mette de l'IA à toutes les sauces et tout. Donc pensez-y, les gens, hein. Pensez-y, c'est un facteur non négligeable à prendre en considération.